travaillais pour Greenpeace à l'époque. J'étais l'un des porte-parole de l'orga sur le climat notamment. Ce que j'entendais en interne, c'était vraiment une forme de doomisme. De toute façon, la France est de droite, donc il n'y a aucune chance de gagner l'élection présidentielle. Et évidemment, mon directeur a fait une vidéo promotionnelle sans trop nous en parler pour la primaire populaire. Il y a dissolution, ils sont tous en panique, en mode, parce que là, si vraiment Bardella arrive à l'Élysée, ça veut dire que la niche fiscale sur les dons aux ONG va sauter très certainement. Attends, c'est ça leur motivation pour éviter le fascisme? Le capitalisme a un certain nombre de contradictions écologiques qui, à mon sens, sont insurmontables. Ce qui décide, c'est la loi du profit qui est imposée par la tyrannie des bourgeois, c'est-à-dire des gens qui possèdent les moyens de production. Allô, allô Clément? Salut. Ah, salut, voilà, c'est bon. Bah, comment ça va? Bah écoute, ça va pas mal, il fait beau, c'est le printemps, donc tout va plutôt bien pour moi. Et Ouais, pour ouais, ouais. toi? Alors, il fait un peu moins beau qu'il y a quelques jours. Il y a quelques jours, c'était vraiment genre l'été. Moi, je suis en région parisienne, je sais pas où t'es toi, mais là, c'est En Bretagne, ouais. un peu redescendu, mais En ouais. Bretagne, il y a une petite chute de température aussi. Mais voilà, il fait beau plusieurs fois par jour en Bretagne, ça se dément pas. Donc on a toujours l'occasion de petites joies dans la journée. Ouais, ouais. Alors, on va peut-être pas parler à fond d'écologie aujourd'hui, mais Non. c'est vrai que, bon, vu les températures, on est aussi un petit peu inquiet pour qu'est-ce que ça va donner cet été et tout. C'est compliqué de mentionner la météo en ce moment et pas se dire, attends, mais en fait, est-ce que c'est vraiment fun le fait qu'il fait méga chaud? Enfin, Non, bref. c'est clair. Hein. Ouais. Voilà, parfait. Ok, bah on peut y aller. On était en train de regarder à l'instant ton passage sur C'est ce soir là devant des, des gens un peu particuliers. Un peu particulier, oui. Tu maîtrises l'euphémisme mieux que moi. Ouais, ouais. C'est bon. D'ailleurs, je suis curieux, comment tu fais pour pouvoir passer comme ça dans des émissions comme C'est ce soir? Parce que, en fait, souvent, quand moi je vois des émissions comme ça et je vois des gens comme toi débattre avec des super arguments face à des gens qui sont un peu des propagandistes du statu quo avec vraiment que de la mauvaise foi, des sophismes en face et tout, à chaque fois je me dis, mais moi j'aimerais trop aussi pouvoir être là et renforcer les bons arguments quoi, du côté des gens qui veulent changer les choses. Ouais, bah là, c'était lié à la sortie de mon bouquin, quoi. L'écologie perd toujours au seuil, comme c'est une grosse maison d'édition qui a un peu d'autorité symbolique. Je pense que ça a ouvert quelque part dans le système médiatique, même dans les médias mainstream, penche largement vers la droite, y compris au sein du service public, malheureusement. Hmm. Je pense qu'il y avait ça. Je pense que le contenu du livre a parlé quand même à pas mal de journalistes. Le constat qui est énoncé dans le titre, il est quand même difficile à réfuter, donc ça a suscité l'intérêt, y compris vis-à-vis des adversaires de classe, j'ai envie de te dire. J'avais fait une émission auparavant, c'était C'est politique, tu sais, le prime time sur France 5 là, du dimanche. C'était à peu près la même configuration. Et c'est marrant parce que ils voient que j'ai un truc à dire et que je suis un peu en capacité de polariser le débat parce qu'évidemment, c'est une voix dissidente et dissonante. Mais ils s'arrangent quand même pour que le dispositif me laisse complètement minoritaire. Hein, quoi. Sur ces politiques, c'était vraiment du un contre, je sais plus combien ils étaient en face, 7-8 ou un truc comme ça. Et c'est ce soir, bah voilà, ils m'ont mis face à des figures majeures de l'écologie bourgeoise, hein, Ouais, ouais, notamment ouais. Thierry Pêche, il y avait Cécile Duflot qui m'a traité d'intégriste quand même, parce que j'essayais d'énoncer une critique du capitalisme du point de vue écologiste. Elle m'a traité d'intégriste, quoi. On voit bien derrière le petit masque, hein, bienveillant, il y a quand même la mentalité Darmanin qui remonte très vite, y compris au sein de la gauche bourgeoise. Donc ouais, c'est des émissions où je suis minoritaire, mais il y a quand même un effet heuristique ou un effet de dévoilement, en fait, de ce que je dis dans mon livre. En fait, c'est une explicitation de ce que je dis dans mon livre en temps réel. Donc c'est assez marrant, même si c'est très désagréable, en réalité, ce type d'émission. Ouais, Je j'imagine sais que tout tu à voudrais y fait. aller et je loue, mais sache que c'est très désagréable si tu te retrouves un jour sur un plateau comme ça. Ouais, Faut avoir vraiment beaucoup de mépris pour ces gens pour survivre à ça. je comprends tout à fait. Alors moi, bon, il y a des fois où sur stream, j'arrive à débattre un peu avec des influenceurs internet à l'opposé de moi politiquement. Il faut se dire qu'on le fait pour le public et pour que les gens entendent des arguments, mais on va probablement pas. Déjà, on va probablement pas faire changer d'avis la personne en face. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils sont encore pires, les gens à la télé, parce qu'ils sont surentraînés à performer ces arguments ultra malhonnêtes, ultra mauvaise foi.
Enfin, le truc de Ah, intégriste, c'est complètement. Enfin, en plus, le ouais, petit en fait, utiliser un peu le biais islamophobe en plus pour, tu sais, le bon, catastrophe. oui, oui, complètement, complètement. Mais ils sont enfin, en fait, ils sont éduqués enfin, ils sont entraînés à performer de la vacuité, hein. C'est vraiment du langage vide, de la langue vide. Mais le dispositif en tant que tel, de toute façon, il est pas là pour te faire débattre. Parce qu'il n'y a pas de débat entre 8 invités, c'est faux. La parole, elle circule le temps que t'aies compris qu'une personne voulait dire, ça passe à la seconde, tu fais des contre-arguments sur la seconde, ça passe à une troisième. Donc, en fait, le grand rôle des animateurs, c'est de noyer le débat précisément en permanence pour éviter que soient énoncées équitablement les vérités qui fâchent un petit peu. Donc, je pense que c'est moins le cas dans d'autres formats de discussion, quoi. Ah, c'est pour ça qu'on a des chaînes Twitch et tout. Hein. C'est Voilà. pour ça que là, on peut parler, on n'est pas interrompu, on n'a pas eu 8 droitards de mauvaise foi pour faire un millefeuille Voilà. argumentatif en face et tout. Tout à fait. Alors, j'avais noté deux, trois sujets qu'on voulait faire aujourd'hui. En vrai, il y a plein de trucs, on peut parler de plein de choses. On s'était dit qu'on va peut-être faire une deuxième partie pour plus focus sur l'écologie. Donc si on fait un peu, on peut parler un peu des élections et de... Ah, d'ailleurs, je suis curieux. J'ai vu récemment du coup que tu as partagé mon épisode 4 sur les primaires là. T'en as dit un peu du bien sur Twitter, ça fait vraiment plaisir. Hein. Merci beaucoup de relayer le contenu et tout. Parfois, j'ai un peu du mal à ce que les gens y tombent dessus. Donc ça aide beaucoup. Et je suis... Normal, c'est quali, très succinct, très, très bien. Ah bah super, Positif, je merci. pense. Merci, merci. Et je suis curieux de savoir comment t'es tombé dessus à la base de la vidéo. Je pense que l'algorithme qui a fait remonter ça dans mon fil, je sais pas ce que je devais chercher à ce moment-là exactement, mais c'est Ouais, tombé dans mon fil, figure-toi, naturellement. trop bien. Bah trop Non. bien. C'est vrai que j'ai un peu d'aide de l'algorithme sur cette vidéo-là, pour une fois, donc Ouais, c'est cool. Mais ouais, du coup, ce truc de prix impopulaire, enfin moi, en plus, en creusant dessus, je découvrais des trucs, c'était de pire en pire. ouais. Je suis curieux de savoir déjà, toi, est-ce qu'en 2022, au moment où tout ça se déroulait, est-ce que tu avais... c'est quoi déjà ta position par rapport à la primaire populaire et tout? Parce que c'est beaucoup des gens aussi qui sont proches du milieu écolo, genre Mathilde Imer qui avait été nommée dans la Convention citoyenne pour le climat. Et elle avait aussi eu des rôles dans la COP et dans plein de choses comme ça. Ah bah oui, c'était un peu le vortex de l'éco-citoyennisme bourgeois, hein, la primaire populaire. Moi, j'étais très critique d'entrée de jeu pour toutes les raisons assez évidentes que tu as énumérées dans ta vidéo d'ailleurs et dans ton analyse qui est assez complète et bien construite. Moi, je faisais le constat de tout ça dès le départ, c'est-à-dire que c'était vraiment un dispositif qui n'avait strictement aucune chance d'aboutir, qui était contre-productif pour notre camp social et pour l'écologie et qu'il fallait s'en débarrasser et liquider ça le plus rapidement possible. Sauf que j'ai découvert entre-temps que mon directeur de l'époque, Jean-François Julière, donc le directeur de Greenpeace, moi je travaillais à Greenpeace, celles et ceux qui sont pas au courant, je travaillais pour Greenpeace à l'époque, j'étais un des porte-parole de l'orga sur le climat notamment. Et j'ai découvert que évidemment mon directeur a fait une vidéo promotionnelle sans trop nous en parler pour la primaire populaire, où là Tiens, tiens, vraiment je tiens. suis tombé des nues. Et donc oui, c'est un milieu qui, voilà, qui grenouille, qui aime bien ce genre d'initiative parce que comme c'est très dépolitisé, comme ça va pas sur le fond, comme c'est complètement déconnecté des traditions politiques, des logiques de rapport de force réelles, et que ça permet d'afficher, de faire la politique tout en étant un peu apartisan, donc complètement distant, et de faire un peu de l'écologie du spectacle, ce qui est un concept que j'utilise aussi dans mon livre. Comme la Convention citoyenne pour le climat était une forme d'écologie du spectacle d'ailleurs. Bah évidemment, les directeurs d'ONG, ils sont contents de rallier ça. Moi, j'ai commencé à critiquer le truc. Bon, déjà, je faisais en sorte en interne que les gens comprennent pourquoi c'est un rideau de fumée complètement lunaire. Ouais. Et j'invite ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent à aller voir ta vidéo hein, pour bien comprendre. On va peut-être pas refaire tout l'explicatif sur la primaire populaire. Mais figure-toi, là, une anecdote que je te donne, c'est qu'au moment où les gars, ils ont commencé, là, Mathilde Imer et Samuel Gribowski, Ouais. ont commencé après avoir essayé de forcer les candidats putatifs à rejoindre leur primaire populaire, quand ils sont rentrés en campagne contre eux pour leur empêcher d'avoir les 500 signatures avec le pacte je sais plus comment Serment de ça s'appelle, le Romainville. pacte, le serment de Romainville, voilà, magnifique. Donc là, les gars, ils arrivent quand même au moment où ils se disent, ah oui, on va vachement créer une dynamique en tapant sur les candidats de gauche.
Bon, là, je fais quand même un post Facebook pour dire que c'est vraiment une initiative totalement illuminée et contre-productive et que j'ai rarement eu dans mon souvenir de militant politique des exemples similaires, aussi nocifs en fait, aussi contradictoires entre les moyens exécutés et les fins et les buts affichés. Ouais. Et là, j'ai fait un post pour critiquer ça, et le directeur de Greenpeace m'est tombé dessus à bras raccourcis, en me disant que c'était un scandale, qu'on pouvait pas parler comme ça de la primeur populaire dans ces termes, Mais et non. qu'il fallait que je supprime mon post Facebook, hein, si tu veux. Donc, il m'a Waouh. forcé à supprimer mon post Facebook. Voilà, j'avais pas le droit de dire du mal, il fallait pas dire du mal de la primeur populaire. Waouh, c'est fou. Donc t'avais carrément des Ouais, ouais. pressions pour supprimer tes posts quand tu critiquais, mais Ouais, ouais. ils avaient des arguments. Enfin, est-ce qu'ils essayaient de répondre? Parce que toi, t'as argumenté, enfin, t'as expliqué pourquoi tu pensais que ça pouvait pas mener, par exemple, à une politique écologique, à une victoire de quelque chose d'autre que le Ah, macronisme ou l'extrême oui, droite. on en a tout à fait, ouais, on en avait discuté plusieurs fois en interne, dans le groupe qui suivait les élections présidentielles, enfin, entre les gens qui suivaient un petit peu ça. L'argument, c'est des arguments d'autorité, hein, de patron de gauche, quoi. Hein. Et puis, c'est dirigé par des boomers de gauche qui Ouais. appartiennent à la classe bourgeoise, et voilà, les arguments, c'était qu'il fallait pas. Que grosso modo, ma critique faisait prendre une position politique à l'orga, qui était pas validée par la direction, et que c'était trop engagé, et du coup, et ce genre de choses, et surtout que mon vocabulaire était trop agressif, qu'on pouvait pas Oh, dénigrer, voilà, on pouvait pas dénigrer, tout ça. faut être poli avec Ça, les initiatives de la CIA qui font perdre la gauche. Faut toujours rester très poli. ouais, non, mais tu sais, le culte de la bienveillance, en fait, qui produit du langage complètement, enfin, des visées complètement, des directives complètement autoritaires sur les capacités d'utilisation du langage par les militants. Si tu veux une autre anecdote là-dessus, une fois, j'étais passé à la Terre au carré après les incendies monstres qu'il y avait eu. Je me souviens en plus, c'était en 2022 peut-être d'ailleurs. Ouais, Et j'avais dit, parce que moi, à Greenpeace, j'ai essayé vraiment d'introduire un peu de lutte des classes dans le propos, et j'avais produit du savoir et des rapports sur l'empreinte carbone des milliardaires, par exemple. ouais. Et j'avais dit, en parlant des milliardaires, bah, ces gens-là détruisent la planète, leur mode de vie n'est pas universalisable, etc. Je m'étais quand même pris un entretien de recadrage le lendemain, dans la foulée, par la DIRCOM. Ils me disaient, What? ouais, c'est bien ce que tu as dit à Terre au Canary. Par contre, tu peux pas dire ces gens-là à propos des milliardaires, c'est méprisant. Et il faut pas mépriser comme ça les milliardaires. Donc c'est quand même Quoi? pour te dire dans quel milieu et où on en est Oh mon dans dieu. cette partie de la société civile, c'est-à-dire la bonne société à installer ou de la société de la bonne cause. Ouais, ouais. Oh, le cauchemar. Ouah, le truc de Voilà. ces gens-là, c'est problématique, c'est incroyable. Je l'avais pas encore entendu celui-là. Hein. Ouais, ouais, c'est. J'ai vraiment eu longtemps, j'ai mis du temps à m'en remettre. Ah, j'imagine, hein. Vraiment, t'as que ça à faire de me recadrer pour ça. Enfin, tu prends ton temps, tu prends mon énergie pour ça, vraiment. Enfin, bref, Ouais, j'imagine. je digresse. Mais du coup, alors, ce qui est super intéressant, c'est que toi, tu as eu un parcours dans Greenpeace, donc tu as été vraiment assez quand même haut placé dans Greenpeace. Enfin, corrige-moi si je me trompe, hein, mais tu as été porte-parole. Et du coup, tu as pu voir de l'intérieur, en fait, les limites de un peu ce monde, genre ONG, même associatif, etc. Moi, ça m'intéresse vraiment d'avoir ton analyse sur ça, parce que c'est vrai qu'on peut avoir l'impression, on peut se dire, bah, plein d'associations comme ça. Moi, j'ai aussi à un moment, j'ai pas mal parlé avec des gens de dernière rénovation et plein d'autres assos écolos et tout. On peut avoir l'impression qu'en fait, bah, ils font des choses positives, ils font plein d'actions, tu vois, des actions coup de poing ou des campagnes de communication, des trucs où, tu vois, dernière rénovation, ils étaient allés c'était à Roland Garros où ils avaient fait une intervention où ils mettent de la peinture sur des tableaux, sur des choses comme ça c'est cool. Mais toi, à un moment, tu t'es dit, ça fait des années que je suis dans cet asso, enfin cette ONG plus précisément, et en gros, ça permet pas de faire bouger les choses au niveau politique, et donc du coup, l'objectif sur le papier de cette ONG-là, et de plein d'autres assos et ONG, c'est justement d'avoir des changements dans le sens de l'écologie, de transformer le monde. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Mais au final, au bout d'un moment, tu t'es dit, mais en fait, ça marche pas. Non, ça marche pas. Il y a deux concepts que je développe dans le livre. C'est le premier, c'est celui d'écologie du spectacle. En fait, je me suis aperçu au fil des années que j'appartenais à une grande agence de communication qui faisait
du marketing environnemental ou tout ce qui était qui sacralisait en fait le culte de l'image et du symbolique. L'important, c'est les apparences, c'est les mises en scène, c'est de faire croire que c'est de faire semblant et de toujours s'arrêter en fait avant d'être utile, c'est-à-dire qu'avant que les actions, que les positionnements prêtent réellement à conséquence, c'est-à-dire vraiment avant de s'exposer. Et cette écologie du spectacle qui va faire de la sensibilisation à outrance plutôt que de la politisation, en fait, c'est une écologie bourgeoise. Hein. C'est-à-dire que c'est une écologie faite par les bourgeois, pour les bourgeois de manière bourgeoise. Donc, voilà, Ouais. quand tu arrives dans une grande ONG comme ça, tu acquiers un statut social, des capitaux relationnels, symboliques, économiques, de toutes sortes. Quand tu diriges une ONG de cette amplitude-là, bah, t'appartiens à la classe dirigeante en France. T'as plutôt intérêt à ce que Macron gouverne qu'à ce que Mélenchon gouverne. Hein. T'as plutôt intérêt au néolibéralisme qu'au collectivisme, hein, très clairement. Une écologie bourgeoise, c'est une écologie qui va prôner des mesures telles que le principe pollueur-payeur ou si t'as de l'argent, bah, t'as le droit de polluer, hein, grosso modo, ce qui a donné lieu à la taxe carbone et au mouvement légitime des Gilets jaunes, qui ont eu la vertu de problématiser la question du partage de l'effort, donc de la lutte des classes Ouais. euh, au seuil de la crise, enfin au prisme de la crise écologiste. Tu vas défendre l'éco-citoyenneté morale, des éco-gestes et des colibris, là, Ouais. Cyril Dion, etc. Faire pipi sous la douche. Culpabiliser les beaufs qui, eux, roulent en voiture pour aller bosser parce que ils ont pas leur taf accessible en vélo, etc., parce qu'ils habitent pas en centre-ville. Ça va être les engagements volontaires où en fait le personnel dirigeant des ONG va discuter avec les entreprises, donc avec les élites économiques, pour créer des faux labels, des fausses certifications, des engagements complètement bidons des multinationales. Voilà, ça va être toutes ces choses-là. Donc une L'enfer. écologie qui en fait exclut complètement les classes populaires et de manière bourgeoise, bah, c'est-à-dire toujours par l'euphémisation, par la négociation, en fait par la discussion, le dialogue social, le dialogue environnemental avec le bourgeois, avec l'État, avec l'exécutif macroniste. On se perdait en rendez-vous de plaidoyer totalement inutile, juste pour brancher l'organisation. Et c'est le cas pour Greenpeace, mais c'est le cas pour l'ensemble de ce microcosme qui est très restreint en fait en France, c'est très parisien. Juste pour se brancher à la légitimité d'État, Ouais. avoir l'illusion de participer aux affaires publiques, etc. Mais quand tu fais ça, tu deviens dépendant en fait de tes cibles. Tu perds tes convictions, tu perds tes capacités de conflictualité. Et tout ça, pareil, ça devient complètement contre-productif. Et donc, quand arrivent les moments clés comme les élections, c'était peut-être ça dont tu voulais plus parler aujourd'hui, bah, t'es complètement inutile. Et en fait, tu produis des tendances complètement dépolitisantes. Et moi, je considère que cette société civile à laquelle j'ai appartenu, en fait, vraiment, c'est 2022 qui m'a dégoûté, hein, qui m'a donné conscience de ce qu'était en réalité une ONG comme Greenpeace. Ouais. Elles ont participé à la défaite de la gauche extrémiste au premier tour en 2022. Très largement, par différents biais, on peut en discuter si tu veux, mais Ouais, alors moi, bah, franchement, je suis très content que tu le dises aussi clairement parce que enfin, vraiment, moi, c'est un constat. Ça fait longtemps que je le dis en stream, ça. Parfois, il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, mais j'ai toujours été extrêmement surpris par le nombre hyper restreint de ces assos, ces ONG, etc. Mais même, ça va au-delà de juste les assos écolos. Ça peut être des choses pour les droits des animaux, ça peut être des choses pour les droits des personnes migrantes, ça peut être enfin, tout un tas d'assos ou de structures ONG un peu comme ça qui, sur le papier, mènent des luttes progressistes dans le bon sens, etc. Et les moments où bah, en fait, on peut réellement avoir un impact et changer les choses dans le pays et avoir, voilà, enfin, avoir des acquis sociaux, des avancées politiquement, bah, combattre la droite, l'extrême droite et tout, gagner contre eux, bah, en fait, tout le monde est absent. Genre, il y a une absence. Et moi, enfin, je suis d'accord avec toi que 2022, je pense que 2022, c'est peut-être même potentiellement pire que d'autres élections, que 2017, etc. Parce que moi, enfin, on fait ce constat avec Bienfait pour tous et d'autres gens. C'est genre, mais en fait, qu'est-ce que les gens ont fait, quoi? Enfin, il y avait le nombre méga restreint de gens qui ont quand même dit, bah, là, on a au second tour, on a Macron, Le Pen, qui, selon les sondages, sont qualifiés. Et l'autre option qui peut être présente au second tour, c'est Mélenchon et LFI. C'était le contexte de 2022. On verra ce que ça sera en 2027. Hein. On ne sait pas encore qui va se présenter, mais voilà.
Mais c'est le contexte en 2022 et on se disait, mais comment c'est possible dans un contexte où on sait que 2 parmi les 3 de ces choix-là ça sera le second tour entre 2 de ces 3 options. Et donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un mouvement massif? En plus, dans un contexte où Le Pen, il y avait un sondage qui donnait Le Pen gagnante face à Macron. Et dans une France qui détestait beaucoup Macron après 5 ans de macronisme, je veux dire, laisser à la place de la gauche au second tour, laisser l'extrême droite y être, c'était un risque. Enfin, bref, quand on a vu toutes les assauts, tous les trucs. Moi, j'ai une anecdote même qui est plus récente là-dessus. Justement, je parlais avec quelqu'un de Dernière Rénovation dans une manif. Je pense que c'était au moment des manifs contre la réforme des retraites. On était dans les cortèges et tout. Et je vois des gens de Dernière Rénovation et les gens m'avaient parlé sur le stream de l'assaut et on avait commenté des actions que moi je trouvais très positives qu'ils avaient fait. Et par contre, pendant la campagne 2022, on était allé voir sur leur site, on était allé voir dans tous leurs communiqués et on a vu qu'il y avait une absence totale de prise de position par rapport à ces élections, de discours, même aux législatives, il n'y avait rien. Il y avait écrit genre, je crois il y avait un message sur leur site, on attend la fin de la période électorale et tout pour recommencer à dire des trucs, en gros. C'est ça qui... genre, attends, comment tu dis écolo? T'as Macron qui a genre réautorisé je sais pas combien de forages pétroliers pour Total, qui a fait des fausses lois pro-climat et tout, mais c'était complètement bullshit. Comment tu dis rien pendant les élections? Donc je parle à ce mec en manif de Dernière Rénovation. Je lui dis pourquoi, à ton avis, c'est quoi ton avis sur les élections et pourquoi tu penses que ton asso, elle a pas pour trop parler de ça. Et en fait, il se réjouit, il me dit genre, heureusement que Dernière Rénovation n'a pas appelé à voter pour la gauche, pour LFI en 2022, parce qu'il y a l'affaire Quatennens maintenant. C'était genre un peu après l'affaire Quatennens, et donc il m'a dit, je me réjouis vraiment qu'il n'y a pas eu de position prise parce que... quand on voit ce qui est devenu aujourd'hui le parti de gauche en tête, c'est une catastrophe et tout. Donc en fait, il était content. Et là, je lui réponds, mais du coup, enfin, je lui ai sorti des articles avec ce que Macron vient de faire au niveau climat, les trucs désastreux. Et je lui ai dit, mais est-ce que ça, c'est mieux? Est-ce que ça, c'est mieux qu'une relance keynésienne par un investissement dans les ENR? Et le mec me dit, le mec s'en fout complètement. Il s'en fout du statu quo, il s'en fout de changer les choses. J'arrive pas du tout à comprendre ce profil de personne. Hein. Ouais, non, mais t'as tout dit, c'est un profil qui est dominant dans le champ de l'écologie, et c'est pour ça que l'écologie est une valeur refuge un peu de la social-démocratie dépolitisée, en fait. Mais je pense que ces petites assos comme Dernière Rénovation, en fait, comment dire, elles se soumettent aux prescriptions des grandes ONG. C'est aux grandes ONG, en fait, de s'engager et de montrer aux autres comment on est censé se comporter dans les élections présidentielles. Typiquement, Dernière Rénovation, d'autres collectifs qui n'ont pas pris parti, qui ont été absentéistes pendant les élections, ils obéissent à la manière dont l'écologie dominante a été codée par des mastodontes comme Greenpeace ou le WWF, selon lesquels, effectivement, il ne faut surtout pas s'engager de manière partisane dans les élections, ce qui est une absurdité majeure. Mais tu as dit un truc intéressant sur 2022, où c'était peut-être pire qu'auparavant. Oui, en tout cas, sur les ONG, c'est très clair, parce que le contexte, si tu veux, le contexte, c'est qu'à Greenpeace, on avait quand même, et moi j'avais beaucoup poussé pour ça, on avait alimenté dans le commentaire politique la critique vraiment du macronisme en essayant d'augmenter le coût politique de l'inaction climatique, hein, grosso modo. Ouais. On avait du coup été présent un peu plus sur le terrain politique, donc on avait un petit capital politique qu'on pouvait investir dans la présidentielle pour essayer de peser sur l'issue du scrutin. On avait quand même fait condamner Macron pour une action climatique. Donc, on avait fait le bilan du macroniste. On était d'autant plus légitime, du coup, à s'engager pour liquider tout ça sur une élection présidentielle qui, pour le coup, est la voie de changement la plus pacifiste qui existe pour des ONG installées, institutionnalisées, etc. On avait par ailleurs, je sais pas si tu te souviens, mais il y a 2 rapports du GIEC qui sont quand même sortis à cette époque-là et qui disaient c'est maintenant que ça se joue. Hein. On a des objectifs aussi à 2030. Le budget carbone restant pour respecter l'accord de Paris, c'est-à-dire limiter la hausse des températures à 1,5 d'ici à la fin du siècle. Ouais. Sur les rythmes actuels, il va être cramé à la fin de la décennie. Donc le prochain président, c'est un président climat ou c'est niqué. Grosso modo. Ah oui, ça pour dire l'urgence, pour dire il y a urgence, il faut le faire tout de suite, machin, ça ils le disent constamment.
Par contre, pour Ouais. agir vraiment derrière, c'est... Il y a urgence d'agir. Là, il y a une présidentielle, sont bien. Ah bah non, bah finalement, on va rien faire pendant l'élection présidentielle. C'est-à-dire que vraiment, rien n'a été fait. Il y avait plus jamais ça. Je sais pas si tu te souviens, il y avait une Ouais, alliance avec les syndicats, les ONG. Tout ça, ça a été mis en sommeil le temps de l'élection présidentielle. L'affaire du siècle, c'était quand même plus de 2 millions et demi, je crois, de signataires. Hein. Donc c'est quand même un réservoir pour essayer qu'on peut essayer de politiser ouais. et de diriger de manière utile dans l'élection. Pareil, on en a strictement rien fait. Quand on discutait en interne, moi je me demandais, mais est-ce qu'on peut se poser juste comme objectif stratégique, puisque là on va quand même travailler sur l'élection présidentielle. On peut pas contourner le truc. Et de fait, ils étaient d'accord sur le fait qu'on pouvait pas complètement ignorer le sujet. Pourquoi? Parce que de toute façon, on aurait des questions des médias, donc il fallait pouvoir y répondre. Tu vois, c'est ça Ouais, dans leur ouais, logique. ouais. C'est pas tellement de changer l'histoire, mais c'est de pouvoir faire Oui, bonne juste pour figure auprès des préparer médias. si jamais il faut intervenir dans les médias et qu'on me Voilà, pose la c'est question. ça. Voilà, c'est ça l'écologie du spectacle. C'est ouf. Il nous disait, mais est-ce qu'on peut quand même se donner comme objectif de voir de voir élu, pardon, un président ou une présidente de la République qui soit une écologiste, en tout cas qui a un programme écologiste. Non, donc il n'y a même pas cet objectif élémentaire de campagne-là. Donc eux, Greenpeace, on s'en foutait de savoir grosso modo qui allait être élu. On avait un projet à un moment donné, je demandais, moi j'avais beaucoup poussé pour qu'on ait un projet qui soit un appel au vote, c'est-à-dire aller grignoter sur l'abstention pour amener les gens vers les urnes en disant, bah, de toute façon, l'évidence, c'est que la transformation écologique de la société s'organise en partie dans le dos de l'État, très bien sur les territoires, évidemment, mais qu'on a besoin des leviers diplomatiques, exécutifs et législatifs hein, pour sortir Hmm. du capitalisme et pour engager une transition sérieuse. Donc, il faut gagner par les urnes. Dans le régime de la Cinquième République, ça passe par la présidentielle, qui est une élection surdéterminante à tout point de vue, d'autant plus qu'il y a les législatives derrière. Ouais. Bon, et du coup, je voulais faire un axe appel au vote, et finalement, ça a été supprimé au motif que c'était trop politique, c'était trop engagé, hein, parce que il y a Quoi? des gens, des écolos et tout ça, voilà. Hein. Comment tu peux Donc être une rien que asso ça. pour changer le monde au niveau écologique et te prétendre pas politique? Enfin, c'est la définition même de la politique, je Rien que comprends pas. ça, voilà, t'as ça. Oh. Euh, donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un décryptage assez pénible des programmes, mais ça c'était assez marrant parce que du coup le gros truc c'était de pas mettre en avant un programme sur un autre de manière singulière. Il fallait pas singulariser un candidat. Ok. C'est-à-dire que quand on commentait ce que disait Mélenchon dans une émission, il fallait parler, moi on me demandait de parler de Jadot dans le même tweet ou dans le tweet juste après. Donc tu vois pour alimenter, donc ça alimentait cette Waouh. espèce d'éparpillement de multiples candidats à gauche et donc ça. Évidemment, quand le vote utile, c'est quelle surprise avérée être Mélenchon au début de l'année 2022 là. Bah, Ouais. on a réfuté le fait que ça soit le cas et ce que j'entendais en interne, c'était vraiment une forme de doomisme. C'était vraiment les doomers de ouais, c'est-à-dire qu'on me disait de toute façon la France est de droite, donc il y a aucune chance de gagner l'élection présidentielle. Ce qui est réfuté par de nombreuses analyses sociologiques. Même si tu as envie de dire la France est de droite, mais du coup, on arrête de faire de l'écologie, ça sert à rien, quoi. Hein, on arrête. Petit 1, petit 2, on me disait, de toute façon, on n'est pas attendu. Ah, on n'est pas attendu. C'est-à-dire que les gens n'attendaient pas qu'on soit prescripteur sur l'élection présidentielle. C'est bizarre qu'on ait eu quand même la plus grosse ONG environnementale en France. On est Mhm. sur un sujet qui est éminemment politique. On a 30 millions de recettes par an, mais on n'est pas attendu. Donc on fait rien. Voilà, c'est ça, statu quo. Et on me disait, oui, mais Mélenchon, s'il passe le premier tour, de toute façon, il passera pas le second, donc ça sert à rien. Ah, Oh. tiens, Oh la bonne non. logique, de toute façon, il faut d'abord gagner le second tour avant de gagner le premier tour dans leur cerveau fatigué et sans comprendre les implications que ça aurait en termes de climat politique général si la gauche parvenait au second tour, sans comprendre les effets sur les législatives, enfin, vraiment zéro, quoi. Et donc, toutes sortes de discours pour nous couper les selles, nous dire que c'était perdu, que de toute façon, il n'y avait aucune chance, que le duel Macron-Le Pen était inévitable. Tout ça pour aller faire les petits castors dans l'entre-deux tours au lieu d'être utile au premier tour. Donc voilà, si tu veux, t'avais ça, t'avais la contribution lamentable à la Ne primaire sont pas des populaire et démocrates, c'est l'interdiction tout. C'est pas des de démocrates. critiquer, tout ça. Et donc au final,
Le seul truc qui a émergé, je me rappelle, c'était avec ton ami Jean Massier d'ailleurs. Ouais, c'est mon ami Jean Massier, ouais. J'ai l'impression, ouais. Ah, on s'entend super bien, je crois. Hein. Il m'a bloqué sur toutes les plateformes, mais bon, c'est peut-être une erreur. Ouais. Ouais, bon, je suis pas méga fan non plus, mais du coup, on a fait faire du siècle. Le seul truc, c'était d'ailleurs le grand rêve de Cécile Duflot, c'est Ouais. d'organiser un débat du siècle, donc avec tous les candidats, et elle Ah pensait, oui, je elle, me avoir souviens de ce accès à un truc. prime Oh. time sur France 2. Ah oui, je me souviens de ça, Sur ouais, ouais, France. ouais. Donc déjà, moi, je me disais, bon, je sais pas, honnêtement, France 2, il fera son émission, il va pas nous écouter pour faire son émission. Et d'autre part, c'est quoi l'intérêt de faire un débat du siècle entre tous les candidats? On peut pas juste choisir, en fait, un candidat à mettre en avant plutôt que servir la soupe à tout le monde. Donc finalement, on n'a pas eu le prime time et Cécile Duflot a été déboutée. On s'est retrouvé sur une chaîne Twitch, hein, celle de Ouais, Jean Massier. je me souviens de ça. Et là, tous les candidats ont défilé pour quelques questions. C'était extrêmement restreint. Pécresse, il raconte ça dans un petit livre. Hein. Pécresse a été mieux traité que Poutou. Hein. C'est ce que raconte Poutou dans son livre là, qui s'appelle Un petit candidat face aux grands médias. Pour le dispositif, c'était plus intéressant donc, d'avoir Pécresse pour avoir une fausse centralité que d'avoir Philippe Poutou, qui de toute façon souffrait d'une forme de mépris de classe de la part des ONG environnementales. Alors que c'est un des gars qui dit, enfin le message, il avait un message très clair sur l'écologie, qui était que c'était pas compatible avec le capitalisme. Pardon. Donc lui, il le dit avec ses mots, mais en fait, c'est la base. Oui, C'est la c'est un base. fait. Enfin, oui. C'est la base. Et puis, bah, ce débat, voilà, tout le monde a pris sa petite leçon. Donc, t'as Pécresse, si tu veux, elle avait l'air plus écologiste que Mélenchon, au final. Puis, il y a eu toute une période de sketch où Mélenchon a dit qu'il n'était pas dispo, parce qu'il avait un meeting à ce moment-là, ou je sais pas quoi. Puis, au début de l'initiative, il y avait que des petits candidats de gauche, donc ça risquait simplement de mettre en lumière les divisions à gauche. C'était pas très utile. C'était au moment où lui, il était déjà devant dans les sondages. Et donc là, avec Oxfam et tout ça, ils se sont mis en tête d'attaquer Mélenchon sur les réseaux sociaux pour le forcer à venir, tu vois, un peu en mode primaire populaire, quoi. Ils avaient mis un visuel, le climat c'est moi, en référence à la République, c'est moi, tu vois, avec un Waouh. t-shirt. Mais oui, je me souviens, et même, il y C'était avait, oui, pathétique. oui, il y avait Jean Massier aussi qui disait, enfin, qui avait le seum parce que Mélenchon voulait pas venir sur ce truc et tout, je me souviens. Oh, tu m'as débloqué des C'était souvenirs de pathétique. 2022 que j'avais enterrés, C'était enfouis. pathétique. Ah, c'était pathétique. Plutôt que de faire la campagne d'un candidat écologiste d'être utile, on faisait ce truc qui n'avait aucun sens. On attaquait le candidat en tête à gauche. Moi, j'avais dit à quelqu'un de l'état-major à l'époque que je comprenais, voilà, qui était venu vers moi en mode c'est quoi ce délire? Pourquoi vous nous attaquez? Je dis ouais, je comprends. C'est pas moi qui gère le débat du siècle, mais je comprends que vous soyez vénère. Je comprends pourquoi Mélenchon veut pas venir. Mais je sais pas, ça avait circulé. Du coup, pareil, là, je m'étais pris un énorme recadrage en mode t'as pas le droit de dire ce que tu penses à des initiatives, des ONG, de Greenpeace et tout ça. Ta proximité avec LFI pose problème, ce genre de trucs. Ouais. Donc voilà, on a fait le débat du siècle, ça n'a servi strictement à rien. Je pense que ça a eu un effet en fait plutôt contre-productif qu'autre chose. Mais c'est le seul truc qui a été organisé pendant la présidentielle, avec le décryptage pénible des programmes et quelques live tweets d'émissions Complètement. de télé. Je comprends tout à fait ce que tu décris. Enfin, en fait, il y a plusieurs trucs. Déjà, le concept. En fait, moi, il y a un truc qui me frustre à chaque présidentielle, c'est de la part de gens qui se disent progressistes, qui veulent changer les choses et tout, de mettre de mettre une sorte de fausse équivalence entre tous les candidats entre guillemets de gauche, en disant voilà, on va comparer tous leurs programmes, on va réfléchir à c'est lequel le meilleur pour lequel on va voter, etc., etc. Mais sans jamais prendre en compte qu'il y en a qu'un seul qui peut être au second tour, donc tous les autres. Pourquoi on passe des heures? Enfin, Exactement. je veux dire, moi sur le fond, je suis d'accord avec Poutou sur plein de choses. Il n'y a pas de souci. Il y a des interventions médias, j'adore ce qu'il fait à plein de reprises. Mais je suis désolé, mais à un moment, tu veux parler de, on veut changer le statu quo sur l'écologie et tout. Oui, ok, il dit l'écologie n'est pas compatible avec le capitalisme, ce qui est vrai. Mais Poutou ne peut pas être au second tour. Donc pourquoi? Tu vois, même les gens qui, et c'est pas la pire chose, c'est pas mettre en avant Poutou, c'est plus mettre en avant Jadot et Roussel parce qu'ils sont plus haut encore dans les scores. Mais c'est juste ce truc de dire ah ok, on va tous les écouter, on va jamais prendre en compte le fait que si on veut vraiment changer les choses, voter pour les autres petits qui peuvent pas être au second tour, ça n'a juste aucun sens. Et c'est même un vote qui renforce en fait la droite, puisque au lieu de le dépenser ce vote Ah ouais. sur
le candidat en tête dans la gauche de rupture et dans les partis écolos, parce que je veux dire, en 2022, la France Insoumise avait le programme le plus écolo selon des associations, hein, selon les Shifters par exemple et d'autres assos. Je pense que Mais selon nous-mêmes, hein, selon nous-mêmes. Oui, même selon Greenpeace. Ouais. Mm. Ouais, donc, enfin, ouais. Non, mais t'as raison. Puis en plus, t'as ce truc de, je sais pas comment dire, de faire semblant qu'il y a une réalité sur un rapport de force. Ouais, puis d'arrogance, t'as un truc d'arrogance mal placé, tu sais, en mode, nous, de toute façon, on n'est pas, on mange pas de ce pain, la politique, c'est sale. Ouais, on De prend toute pas façon, position. nous, on est là pour rester, contrairement à ces petits politicards là, qui vont se faire balayer par l'histoire. Nous, on est là sur le temps long. Nous, on est les arbitres des élégances, on est des experts neutres, hein, donc on donne les bons et les mauvais points, puis on va pas se mouiller parce que sinon on perd notre confortable position d'arbitrage. Et donc tout ça, derrière, au fondement de tout ça, t'as espèce d'apolitisme, d'apartisanisme qui est en fait revendiqué, y compris dans les statuts à Greenpeace, hein, par les ONG, par cette société civile installée, ouais. Et derrière l'idée, bah c'est aussi déjà c'est de pas mécontenter les grands donateurs, c'est de pas mécontenter les audiences, les gens qui donnent de l'argent à ces structures, etc. C'est quand même en fait la petite bourgeoisie ou la subbourgeoisie, ou y compris, tu as aussi des grands donateurs qui appartiennent à la grande bourgeoisie. Donc eux, tu as intérêt à les choyer. Si tu prends des positions cohérentes sur l'écologie, peut-être qu'ils vont arrêter un petit peu de te donner de l'argent, quoi. Hein. C'est voilà. Il faut aussi ménager tes entrées auprès du bloc bourgeois. C'est-à-dire que si tu fais campagne activement pour Mélenchon, que Macron passe, derrière, pour accéder au ministère et te faire mousser dans les cabinets. Enfin, sauf si c'est LFI qui gagne et après t'as un ministère dans le gouvernement de gauche. Ouais, mais pour ça, faut réfléchir un peu, tu vois, faut avoir un peu d'imagination politique. C'est vrai que même parfois je me dis, mais même ces carriéristes, souvent t'as des gens qui sont carriéristes, très évidemment, mais je me dis, mais même pour leur carrière à eux, tu vois, par exemple, les carriéristes dans les petits partis, que ça soit PS, ELV, PCF, etc., qui clairement n'ont rien à foutre de changer le monde, mais sont là pour leur statut et tout. Techniquement, peut-être qu'ils auraient une meilleure carrière si la gauche gagnait, sans que ça soit leur parti, mais au moins ils auraient des postes, tu vois. Même d'un point de vue carriériste, parfois ils font des trucs qui n'ont juste aucun sens, c'est fou. Non, c'est clair. Mais il y a aussi un truc qui sont assez incultes politiquement, c'est-à-dire qu'ils comprennent pas le jeu politique, ils comprennent pas les rapports de force politiques, encore moins les rapports de force électoraux et encore moins les dynamiques de campagne. Donc eux, les médias leur disent aucune chance Mélenchon, diabolisation de Mélenchon, machin, ils le croient. Ils finissent par l'incorporer, par l'internaliser. Et t'es tous surpris que Mélenchon soit à 400 000 voix près, qu'il fait 5-6 points de plus que les sondages comme prédiction sondagière. Et puis t'as un autre truc qui est que t'as quand même un lien organique quand même assez avéré entre les écologistes, les Verts, le parti, et l'establishment des ONG, qui sont des partenaires de prédilection. Donc si tu prends un parti pour Mélenchon contre Jadot, à un moment donné, ça veut dire aussi rompre un certain nombre de sociabilités, d'affinités électives, etc. En fait, c'est vraiment des faux écolos, en fait, tout simplement. Enfin, on peut même pas les qualifier d'écologistes. Comment tu peux qualifier quelqu'un d'écologiste quand tous les actes, concrètement, empêchent l'écologie d'arriver au pouvoir et empêchent qu'on puisse mener en France une politique de vraie rupture écologique. C'est ce que j'ai dans mon bouquin, ouais. Écologie du spectacle, écologie bourgeoise. Et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis maintenant, mais tu as un personnel dirigeant dans ces ONG qui n'a pas intérêt au renversement des hiérarchies sociales, qui occupe des situations privilégiées au sein de la société néolibérale, qui s'accommode très bien de la démocratie libérale, l'hégémonie du bloc bourgeois, et qui ne sont pas prêts à prendre des risques pour faire advenir une forme de société différente et compatible avec le respect des limites de la biosphère. Ouais. Tu as des inerties en fait sociologiques qui sont assez fortes, quoi. Il y a un truc que tu as dit, je crois, le mot il est intéressant, c'est le truc de apartisan. Nous, ce qu'on dit sur le stream, souvent, on essaye de dire aux gens qu'en fait, dans le contexte, par exemple 2022, appeler à voter Mélenchon dans la présidentielle, c'était pas un move partisan. On essaye d'expliquer, parce qu'en fait, ça, c'est l'étiquette qu'on colle aux gens qui observent objectivement la situation, qui se disent, bah moi, je veux pas l'extrême droite et je veux pas Macron, et il y a une seule autre option, donc je me dis, je veux dire, il y a des millions de gens dans ce pays qui réfléchissent comme ça, il y a même des gens qui
n'aiment pas forcément la personne ou n'aiment pas forcément ce parti et tout, mais qui se disent bah je veux autre chose que le statu quo Il n'y a pas 7 néolibéral. millions. Il n'y a pas 7 millions d'adhérents à la FI, je te confirme. Ouais. Ouais, voilà. Et donc ça, c'est un truc vraiment. Je pense qu'il y a déjà énormément de gens dans le pays qui comprennent ça, que t'es pas en train de t'inféoder à un parti ou t'es pas en train de toute ton identité ne devient pas le candidat ou le parti, etc. pour lequel tu votes. Donc nous, on essaye vraiment de déconstruire ce truc et de dire aux gens, dans le contexte d'une élection, appelez à faire ceci ou cela, parce que tu penses que c'est bon pour les gens dans ce pays, pour les gens, pour toi déjà, parce que pour les intérêts de 95% de la population, le programme de la gauche de rupture est objectivement dans leur intérêt, hein, même pour des gens qui sont même pas forcément pauvres, hein, des gens aisés et tout, ils ont intérêt à ça selon moi. Mais ouais, donc essayer de séparer ce truc-là de l'idée que ça serait partisan et lutter contre ce truc, parce que comme tu l'as super bien décrit, merci, les gens Banuche. mettent Nique-toi, l'étiquette Banuche. de dire ah toi t'es donc toi en fait tu penses que parmi les 3 programmes qui peuvent être au second tour, celui de Mélenchon 2022 il était plus écolo que les autres parce que tu les as lus, t'as fait une étude, objectivement tu penses ça, mais du coup tu es mélenchoniste, du coup tu es insoumis, tu vois, c'est ce qu'on t'a dit, on t'a dit là tu as les Exactement, ouais. proximités avec les insoumis machin. Et ça, c'est vraiment un truc, mais genre, j'ai l'impression que c'est un mécanisme qui est présent partout pour désinciter les gens à prendre des positions dans les élections, pour que les gens se taisent, en fait, n'expriment pas leur avis. Déjà qu'il y a un tabou autour du fait de dire pour qui tu votes et appeler à voter et tout. Enfin, quand je vois que, littéralement, je regarde 2022, moi, je dis ça souvent, mais t'as des streamers qui sont genre, ils font des jeux vidéo sur Twitch, tu vois, Rebeu d'Ether, par exemple. Bah, ce gars, il a dit publiquement, il a dit, moi, je vais voter Mélenchon, les gars. Il faut tous qu'on vote Mélenchon, c'est quoi ce bordel et tout, il faut que les choses changent dans ce pays. Et genre, lui a techniquement fait un move qui était plus favorable à l'écologie que Greenpeace. Clairement. Bien sûr, clairement, 1000 fois. Et tu peux avoir un meilleur impact, même juste pour le climat, tu peux avoir un meilleur impact juste parce que tu as pris une position et tu as dit aux gens qui t'écoutent et tout, à ton public, bah il faut se déplacer, il faut aller voter, il faut voter pour ça en fait. Pas juste aller voter vague ou je ne sais quoi, mais là, il t'explique avec des arguments, hein, t'explique pourquoi il faut voter ça. Déjà, aller voter, c'était trop engagé pour Greenpeace. C'est Ah, mais oui, mais complètement. Complètement, ouais. C'est ouf. Les gens dans le chat, ils disent ça fait du bien d'enfin entendre une personne normale en t'écoutant. Ouais, c'est ça. Non, mais là, t'as raison, c'est que les ONG, de par leur respectabilité institutionnelle, elles auraient dû marteler ce discours. C'est pas mélenchoniste ou c'est pas sectaire d'aller voter pour Mélenchon. À partir du moment où la thématique du vote utile, elle est posée, en plus, c'est facile à faire. Effectivement, en 2022, tu votes Mélenchon, c'est un vote utile, instrumental. C'est un levier, quoi. C'est un levier de changement. Ça veut pas dire que tout d'un coup, tu deviens mélenchoniste. Par ailleurs, Greenpeace, typiquement, avec Plus Jamais Ça et ses alliances, machin, aurait pu construire un vrai front de la société civile. C'est-à-dire activer une thématique front populaire et faire converger tout ça vers le candidat qui avait les meilleures chances de se faire élire à un moment donné. Ça s'est quand même décanté de manière claire à partir du début de l'année 2022. Ils auraient pu faire ça. Ils ont rien fait. Mais d'ailleurs, quand ils ont fait Plus Jamais Ça, en fait, à un moment donné, déjà dans les interviews et les déclarations un peu préalables, il disait, nous, on n'a pas d'objectif de recomposition politique. Et là. Donc tu te dis, mais pourquoi tu fais des alliances? Du coup, pourquoi tu prends des initiatives politiques si tu n'as pas d'objectif de recomposition politique, si tu ne donnes aucun horizon, aucun débouché politique? Voilà, ça c'est un autre truc dont je parle dans mon livre. Donc en fait, tu fais du spectacle, tu fais des alliances pour faire genre, pour mimer une fausse mutation sociale de l'écologie, mais derrière, surtout, faut pas que ça ait d'incidence politique quelconque. Et c'est là, le résultat, c'est quoi? T'as la réélection de Macron, t'as l'extrême droite qui prend des positions dingues dans les institutions. Donc là, après, il y a dissolution, ils sont tous en panique, en mode, parce que là, si vraiment Bardella arrive à l'Élysée, ça veut dire que la niche fiscale sur les dons aux ONG va sauter très certainement. Donc là, ils se mobilisent. Oh Tu non, vois, c'est là, ils ça, se attends, mobilisent. c'est ça leur motivation pour éviter le fascisme? Là, ils se mobilisent. Je pense vraiment, parce qu'ils sont jamais mobilisés contre Oh, l'extrême droite. oh Là, ils non. se mobilisent. Ils se mobilisent. Je te rappelle quand même d'où on part. C'est-à-dire que 2017, il y avait Macron-Le Pen au deuxième tour. Qu'est-ce qu'avait fait Greenpeace à ce moment-là? Tu te rappelles? Tu te rappelles pas? Ils avaient déployé Non. une banderole sur la Tour Eiffel et ils avaient marqué liberté, égalité, fraternité. C'était ça leur message de l'entre-deux tours. Ils n'étaient même pas capables de nommer l'adversaire fasciste à ce moment-là.
Et moi, je me souviens la première fois, le premier tweet qu'on m'a fait supprimer quand j'étais à Greenpeace, c'était un tweet où je disais que Marine Le Pen était une néofasciste, etc. Il fallait que je supprime ça parce que c'était trop politique et trop extrême comme manière de parler. En Waouh. fait, ils ont jamais, c'est une écologie qui a jamais été antifasciste et jamais antiraciste. Mais là, comme Bardella est annoncé à Matignon, qu'il y a quand même des intérêts financiers en jeu, bah là, tout d'un coup, ils étaient un peu derrière le nouveau Front populaire et tout, au lieu de, enfin, tu vois, et tout ça, c'est la déclinaison juste de l'apathie générale de la société civile, des gens qui ont de l'argent et qui ont des moyens pour essayer de bouger un petit peu des lignes, même à la marge, et qui n'en ont strictement rien fait en 2022, en fait, qui sont très contents du statu quo qui maintient leur carrière. Et le résultat, bah, c'est qu'aujourd'hui, le climat, comme les ONG d'ailleurs, sont devenus complètement inaudibles. Plus personne en parle. Macron, il déroule. De toute façon, il est plus tenu par une élection, donc il déroule son agenda capitaliste. Il en a strictement rien à cirer, moins que jamais. Bah non. Et les ONG, elles savent pas quoi faire. Elles continuent leur petit rendez-vous de plaidoyer tout pourri qui ne débouche sur rien. Et en fait, si tu regardes bien, il y a une espèce de triple crise, triple impasse de la praxis, enfin des pratiques stratégiques des ONG. C'est-à-dire que d'un côté, ce sont des dispositifs contre-insurrectionnels, c'est-à-dire que les émeutes ou les révoltes urbaines, elles considèrent pas, urbaines ou autres, hein, d'ailleurs, elles considèrent pas que c'est des moyens de rentrer par effraction dans l'histoire, Ouais, où parce que ils condamnent les violences. ils appellent au calme. Ouais. Tu vois, fétichisme de la non-violence, donc appel au calme, même reprendre la stabilité, là, comme les blaireaux SOSDEM. Donc ça non, la lutte des classes, de toute façon comme ils sont complètement étrangers au milieu ouvrier, complètement absents des usines, tu vois par exemple à l'époque de Plus Jamais Ça, on aurait pu nous envoyer, nous les bourgeois du 11e, là dans nos bureaux, on aurait pu nous faire sortir et aller voir, et aller s'établir en usine par exemple, comme ça se faisait à un moment donné chez Trotsky dans la fin des années 60, pour voir un peu bah, c'est quoi la réalité du travail ouvrier, des classes laborieuses, tout. Que dalle, on a rien fait. Pareil, à contrario, aucun syndicaliste est venu au bureau pour nous expliquer l'histoire du mouvement ouvrier ou les ressorts de la violence patronale, tout ça. Non, hein, ça aurait été gênant précisément pour le patronat de l'ONG. Ouais. Hein, le bon patronat de gauche qui fait partie de la grande famille, qui t'explique que la lutte des classes n'existe pas en interne, parce qu'on est tous du côté du bien, il faut serrer les coudes et tout, même si tu as des accords de salaire et de pouvoir juridique complètement démentiel, que tu t'appartiens à une forme d'entreprise comme une autre. Donc ça n'a pas eu lieu. Donc en fait, les ONG, elles sont absentes hein, concrètement de la lutte des classes. Et la troisième option, quand même, pour introduire un petit peu du changement, bah, c'est les élections pacifistes hein, dans la démocratie libérale, mettre un bulletin dans l'urne. Mais même ça, elle considère que c'est trop engagé. Donc en fait, le seul truc qu'il leur reste, c'est de la sensibilisation spectaculaire, où elles font pleuvoir des petites images à coups de happening factices sur la société en croyant que ça va introduire des changements, ou c'est d'aller sensibiliser par le plaidoyer des ministres macronistes qui n'ont juste rien à cirer, qui entretiennent des sociabilités relativement mensongères et qui ont juste besoin de toi pour afficher une caution démocratique. Hein, c'est ça qui. Là, il y a pas longtemps, je sais pas si tu as vu, je crois que c'était la semaine dernière, j'ai vu passer Ouais. un compte-rendu du Monde où les ONG là, qui sont membres du CNTE, là, du Conseil national de la transition écologique, elles sont allées voir Bayrou. Ouais. Le gars leur a dit qu'il avait strictement rien à leur dire, hein, grosso modo, c'est que du papier, on n'est pas étonné. Mais les ONG, elles se sont félicitées de cette amorce de dialogue, tu vois, avec François Bayrou. Quand même, on en est là, quoi. Attends, mais On en est là. c'est encore ça, alors que Macron, il a fait la Convention citoyenne pour le climat. Il a dit, je m'engage à appliquer 100% des mesures. Et après, il en a appliqué Ah, genre voilà. deux à moitié. Et il a mis à la poubelle, genre l'immense majorité des. Ah, tu vois bien le problème, tu vois bien le niveau de dépolitisation. C'est Mais il y a un autre ouf. truc, tu vois, Julliard, mon ancien directeur, il a été à la tribune du NFP avant les élections, là, au moment où il rentrait en campagne. Mhm. Je te disais, parce qu'il avait peur de Bardella et tout. Bon, le NFP gagne les élections. C'est là que le bras de fer commence avec la Macronie. Hein. Comme disait Marx, c'est pas sûr que les bourgeois rendent le pouvoir même quand ils perdent les élections, c'est ce qui est en train de se passer. Ouais. Donc c'est là qu'il fallait entretenir un rapport de force. Bon, les gars, ils étaient tous barrés en vacances, évidemment. Hein. Ils pensaient ils sont tellement incultes politiquement, donc ils pensaient que l'affaire était déjà pliée puisque le NFP avait gagné les élections. Donc ils étaient en vacances. Et à la rentrée, bah, t'as Barnier qui est nommé, qui est un premier ministre scélérat, hein, qui a strictement rien à faire là, qui Complètement donne son illégitime. gouvernement. Mais légitime, on retrouve Agnès Pannier-Runacher, ministre de l'écologie. Elle a déjà été par le passé. On sait déjà que ça vaut que dalle. Désastreux.
Et là, le soir, si tu veux, le soir de la nomination du gouvernement, t'as Julliard, mon ancien directeur, qui est interrogé sur France Info. Je lui dis, bon, tiens, je vais voir ce qu'il va dire. Hein, il a soutenu le NFP sans appeler au vote parce que trop engagé, mais en tout cas, il a soutenu le NFP de manière un peu détournée. Et là, on lui dit, il est interviewé sur France Info, donc j'écoute, et on lui dit, mais du coup, l'écologie, elle est nécessairement de gauche? Et il dit, non, pas du tout. Ah ouais, putain, on en est encore là. C'est cohérent, c'est logique. Et après, on lui dit, mais du coup, vous allez rencontrer Agnès Pannier-Runacher pour essayer de la convaincre sur le nucléaire ou que sais-je. Il dit, bah oui, oui, ça fait partie du job, etc. C'est là, en fait, ton job, c'est quoi? C'est que là, tu vas légitimer un gouvernement scélérat, un coup d'État larvé, en donnant une caution à Ouais, il des donne une gens caution qui en écolo à la équipement. droite anti-écolo, c'est incroyable. Mais voilà, ils en sont là, tu vois, c'est à quel point ce milieu, en fait, est toxique pour le rapport de force politique, quoi. En vrai, c'est fou parce que toi, tu vois, tu dis dès le second tour 2017, t'avais ce truc de. Ils étaient même pas capables de dire anti-extrême droite. Franchement, t'as tenu déjà un bon nombre d'années dans le milieu avant de quitter, hein, parce que Ouais, pas vu. mal, hein, pas mal. Ouais. Je me suis dit, ouais, au prix de nombreuses inimitiés internes, parce que j'essaie de faire bouger un peu les choses, mais je suis arrivé à Greenpeace, honnêtement, réfléchir en termes de lutte des classes, même euphémisée, c'est-à-dire de CSP, de différence entre les classes, comment on appelle ça à Greenpeace? Enfin, pas les classes, mais les populations vulnérables ou les ménages vulnérables, quelque chose comme ça, et les ménages des classes supérieures. Ouais, Bah, tout ça, c'est des catégories d'analyse qui étaient inexistantes. Inexistantes. Donc ouais. voilà, moi j'ai quand même réussi à faire un truc comme l'ISF climatique, qui était une mesure réformiste, hein, mais bon, déjà qui pose quand même un peu le problème de la responsabilité des riches dans la situation climatique et des choses comme ça. Voilà, j'ai mené des batailles internes, je pense que ça, au moins dans le discours, il y a eu quelques évolutions positives qui sont malheureusement restées de l'ordre strictement du discours. Mais c'est vrai que voilà, moi j'ai trouvé un niveau de conservatisme en fait que j'avais complètement Hmm. sous-estimé, hein. De conservatisme, de dépolitisation, quoi. Franchement, c'est super intéressant et bravo à toi d'avoir su remettre en question, enfin, lutter en interne, d'être pris toutes ces pressions pour ne pas donner ton opinion publiquement et tout, ça a dû être dur. Et Ah, bravo, c'était dur. franchement, d'avoir tenu et maintenant de venir publiquement décrire ça. Et c'est un peu un lanceur d'alerte, hein, d'une certaine façon, du milieu. Et enfin, Ouais, 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 tu bah mets le là, je me terme, quoi. suis, bon, évidemment, je me fais excommunier de l'écologie bourgeoise, hein, mais Bon, c'est c'était pas de comme qu'un. l'écologie, donc c'est pas grave. Non, c'est pas, et puis honnêtement, j'en ai tellement rien à cirer. J'ai pas de respect, en fait, vraiment, pour ce milieu-là, donc, Ah bah des gens qui sont même pas capables d'appeler à voter pour un programme écolo quand on a l'occasion de le faire gagner, je vois pas pourquoi on les respecterait. Mais ouais, ouais, enfin, ouais, bon, ouais. faut. Et non, c'est ouf. Euh, alors, ouais, il y a des petites questions dans le chat, c'est intéressant. C'est quoi ton avis sur Jean-Marc Jancovici? Ça fait longtemps que je l'ai pas entendu, ça fait longtemps du coup que j'ai pas interrogé spécialement son cas. Je respecte le fait qu'il a une parole qui est quand même assez libre et qu'il a pas peur de choquer le bourgeois dans ses interventions, notamment dans la matinale de France Inter ou dans les médias mainstream. C'est-à-dire Ouais. qu'il dit ce qu'il pense de manière assez articulée, hein, par ailleurs. C'est un bon porte-parole des causes qu'il défend, beaucoup plus, hein, que les porte-paroles du milieu de l'écologie bourgeoise traditionnelle, disons. Je pense qu'il a des analyses qui, sans le dire, de temps en temps, sont quand même d'obédience anticapitaliste, notamment quand il dit que la transition n'est pas nécessairement quelque chose de rentable. Et parfois il le dit, mais Bon, de quand façon c'est très stratégique pour que de les manière idées passent. stratégique, voilà. Ouais. Voilà, ça c'est la vérité. Mais moi, je l'ai pas Et, mal suivi au moment de. Parce que c'est au moment de 2022, en fait. Je crois que c'est pas son organisation directement, parce que c'est les Shifters. Parce qu'il y a le Shift Project et ouais, les Shifters, je crois que c'est un truc un peu ouais, annexe. Mais genre, les ouais. Shifters, ils ont publié un comparatif des programmes. Et ils ont mis le programme de l'Avenir en commun de Mélenchon en numéro un en regardant toutes les mesures écologiques. Et ils ont dit, bah oui, c'est. Ils ont même mis devant Mais le d'ailleurs, programme. Ouais. sauf erreur, hein, donc à vérifier, mais enfin, mais je crois que c'était
D'ailleurs, sur ordre, enfin, sur commande des ONG qu'ils avaient fait ça. Ouais. Les ONG, je me souviens que j'avais des discussions, elles étaient trop emmerdées, précisément parce que Mélenchon était beaucoup trop haut et beaucoup plus loin que beaucoup plus valorisé que les autres, et du coup, ils étaient très, très emmerdés. Ah ouais, ils Et avaient ils trop le cherchaient seum par de tous ça? les moyens de transformer un peu le résultat pour remettre les Verts un peu à niveau, et tout. Enfin, j'ai- j'étais dans des Incroyable. discussions Oui, 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 complètement ils ont. lunaires là. Il y a, oui, il y a un article France Info là où, genre, au final, en gros, si tu regardes ce qu'ils avaient mis point vert, point rouge et tout pour tous les candidats, je le mets sur le stream là, et en gros, Mélenchon, tu regardes, donc ça, c'est l'analyse des shifters, et tu regardes le programme Mélenchon, ils ont mis sur les 7 points, ils en ont mis 4 verts et 3 oranges. Donc quand tu regardes ce comparatif, genre, il n'y a aucun doute que c'est le meilleur programme pour l'écologie, devant, enfin, je veux dire, largement mieux que même le programme de Jadot, parce qu'il est beaucoup Mm. plus ambitieux, il est chiffré, enfin bref, il y avait 14 000 Mm. raisons, c'était évident. Et par contre, dans une autre infographie, c'est la proximité des programmes des candidats par rapport aux objectifs climatiques de la France. Et là, ils mettent celui de Jadot et celui de Mélenchon dans la même case de proches, genre comme s'ils les mettaient à... Ouais, bah, c'était vraiment un truc de toujours niveler au maximum, tu vois. Ouais, pour Fallait surtout pas que pas qu'on comprenne qu'il y avait un programme logique pour lequel voter, quoi. ah, mais ce qui est vraiment, quand j'y repense, c'est vraiment incroyable. Ah ouais, ouais, non, mais de toute façon, je pense que ma... Mais donc voilà, Jean-Paul, je trouve qu'il y a une part qui est utile. Après, je pense qu'il est quand même pas, moi, j'ai fait un écologie quand même beaucoup plus populaire, et lui, il emballe pas le truc de manière quand même très, très populaire, hein. C'est quand même, je m'adresse aux classes supérieures, qui raffolent d'expertise, disons, sur le jeu de l'expertise, beaucoup plus que Ouais, d'entretenir les discours de lutte, contre le capitalisme, quoi. ouais, ouais, ouais. Alors moi, ce qui est intéressant, c'est que quand même, à un moment dans la campagne, je pense, genre juste avant le premier tour, il était passé, je crois, sur France Info. On lui avait demandé de parler de l'élection et il a dit, clairement, il a dit, si vous voulez un programme écologique, il faut voter Mélenchon. Genre, il y a eu un moment, il a dit sur un média mainstream le propos il a dit c'est le meilleur programme. Il a dit explicitement, noir sur blanc, c'est le meilleur Ah, programme. bah, voilà. Et attends, parce que Ah, il est plus pour la petite courageux, histoire. Ouais, que pardon, pardon, il est vas-y. plus courageux que les chefs à plumes de l'écologie, installés, hein. C'est pour ça qu'il y a plus d'audience, aussi, à un moment donné. Je dis ça, ça me fait marrer, parce qu'à Greenpeace, tout le monde détestait Jean Covici pour ses positions sur le nucléaire, notamment, avec lesquelles moi aussi je suis en désaccord en partie. Mais, je leur disais, ouais, mais en fait, le gars, il a un discours, nettement plus percutant que vous, hein. Vous êtes juste beaucoup Ah moins ouais. clair, beaucoup moins courageux, et vous êtes moins bon, hein, tout simplement, quoi. Par contre, il y a un truc où, du coup, ça remet en question un peu cette prise de position qu'il a eue. C'est quelques mois après, je pense 6 mois après le premier tour, il allait sur Thinkerview, Jean Covici, et sur Thinkerview, Sky de Thinkerview, il est revenu sur ça, il a dit vous avez appelé à voter Mélenchon, enfin vous avez dit que c'était le meilleur programme pour l'écologie. Et là, Jean Covici, c'est ce qu'il répond. Il dit c'était une grave erreur. J'aurais jamais dû quitter ma neutralité. J'aurais pas dû sortir du fait d'être partisan. Et je regrette Ouais, ouais. d'avoir dit ça. Genre vraiment, il s'est écrasé complètement. Je suis là, genre, non, il était sur un arc où peut-être il allait commencer à être cohérent vis-à-vis de ses positions pro-écologie dans les élections et genre avoir un impact sur le monde. Et là, il s'est dit, non, finalement, je vais juste décider de plus jamais avoir un impact. C'est fou. Ouais, 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 non, mais voilà. Mais moi, je le considère pas, c'est aussi pour ça que je le considère pas comme un allié sûr de la cause, hein. Après, peut-être qu'on peut le convaincre. Faut qu'on aille prendre un Ah, café avec peut-être, lui. peut-être, ouais. On pourrait, ouais. C'est clair. Euh, Ouais, non, c'est. Ouais. Bon, en tout cas, c'est vachement intéressant. Enfin, ce que tu décris, moi, c'est les trucs que je. C'est ce qui est trop bien, c'est que moi, je décris ces trucs-là sur le stream. J'essaie d'expliquer au public, au chat et tout, ces mécanismes dans ces structures. Et là, d'avoir quelqu'un qui est vraiment dedans, qui vient, genre, apporter des preuves solides que c'est bien comme ça que ça se passe et tout, ça fait vraiment. Enfin, je te dis, c'est vraiment important ce genre de témoignage parce que bon, c'est comme ça que les gens vont comprendre le problème. Hein. Et Carrément, mais c'est pour ça que ta série, sur 2022, elle est très utile. D'ailleurs, ton épisode 5, c'est un peu sur tout ça, non, tu disais? ouais, complètement. Je pense qu'il y aura, alors, si tu m'autorises, il y aura des passages, je pense, de cette discussion dedans, hein, parce que Ah ouais, carrément, carrément. c'est vraiment des preuves. Alors, je vois le chat, ouais, le chat demande aussi, est-ce que tu connais Olivier Legrain? Est-ce que tu as eu un peu de visibilité sur lui, sur des trucs autour de lui ou pas trop?
Non, je le connais pas. Enfin, j'ai entendu parler de lui dans la presse, mais je le connais pas Ok, personnellement, ni directement ni indirectement. ok, ok. C'est ce qui magouille, hein, comme tous les gens qui s'intéressent à la politique à gauche. Je trouve ça un peu relativement déplorable, mais Hmm. j'ai pas plus de billes là-dessus, ouais. Ok, ouais, Enfin, je en sais sens que qu'on... aussi, Ouais. Ah, vas-y, vas-y. il essaye de capter des médias indépendants et d'avoir une influence du côté de la presse de gauche alternative, quoi, hein, si j'ai bien compris. Ouais, de ce que j'ai compris. Voilà, Après, en ce moment, je pose la question aux gens parce que je sais que enfin, quand il y a des gens un peu dans ce milieu, peut-être qu'ils ont des infos, mais ouais. Euh, et donc, par rapport à 2027, du coup, sur la prochaine présidentielle, est-ce que dans ces milieux, dans ces assos, est-ce que tu constates potentiellement un changement de situation vis-à-vis de prendre position, lutter pour, pour l'écologie réellement? Ou est-ce que pour toi, non, ça reste pareil et tu quittes le truc parce que t'en peux plus? bah, moi, je suis plus, hein, depuis, quand? En 2022, grosso modo, je suis plus là-dedans. Je suis pas sûr, hein, je pense qu'il y a vraiment des inerties, lourdes, hein. Je veux dire, Greenpeace, moi, je suis rentré, on était une cinquantaine, là, ils sont plus de 150, je crois, donc c'est une énorme structure qui a beaucoup d'intérêts économiques, situés au sein du système, actuel. Ce qui est clair, c'est que c'est une organisation qui est en crise, avec beaucoup de contestations internes. Je pense qu'il y a eu beaucoup de dégoût sur l'opportunité manquée de 2022 et la manière dont l'orga et la direction s'est comportée lors de ces élections. Il y a d'autres gens qui sont C'est-à-dire que, partis par comme exemple, toi ou pas, hein? il y a du turnover, ouais, il y a des gens qui partent. Il y a un syndicat qui s'est monté suite à en tout cas, qui a pris beaucoup d'ampleur suite à mon départ. Ok. Faut voir ce qu'il arrive à obtenir, mais voilà, je pense qu'il y a des intérêts bourgeois qui sont très solides malheureusement dans cette structure. Pour moi, un test, c'était est-ce que dans la période post-7 octobre, est-ce que l'organisation allait prendre des positions politiques fortes, tu vois, sur l'antiracisme, sur la question Ouais. coloniale, à l'aune du conflit, en tout cas du génocide en fait en Palestine. En fait, il y a une espèce de frilosité, de pudeur ou de voilà, dans leur discours, elles ont très peu pris position, hein, enfin, pour ne Ouais. pas dire pas du tout, pour certaines d'entre elles. Et donc ça me laisse croire que ouais, elles sont pas prêtes à réellement prendre des risques. Là, la force hégémonique à gauche, ça reste la France insoumise. Car la gauche de rupture reste supérieure à la Ne gauche sont pas réformiste, à des mon sens, dans le démocrates. Ouais. spectre C'est dit pas de des gauche, démocrates. qui est, voilà, qui est une notion un peu problématique par ailleurs, quoi. Et la France insoumise, elle est identifiée là-dessus, aujourd'hui, sur sa capacité à tenir une ligne forte et radicale sur la question coloniale à l'aune conflit en Palestine, Ouais. du génocide en Palestine. Bon, le mouvement écolo a pas du tout suivi ça. Donc je me dis, si le vote utile reste dans la gauche de rupture, ce qui est souhaitable de mon point de vue en 2027, est-ce que vraiment les ONG vont venir soutenir ça, sachant que c'est un espace qui est beaucoup plus diabolisé encore qu'en 2017, même s'il a toujours été diabolisé, hein, dès 2012. Bah, je suis pas sûr. Je suis pas. Je suis assez sceptique. À mon avis, stratégiquement, c'est plutôt des acteurs qu'il faut marginaliser au maximum, beaucoup plus que de compter sur leur réforme. Après, il y a des batailles internes. Peut-être qu'à un moment donné, la structure va s'effondrer, qu'à partir de Hmm. zéro, avec un vrai collectif militant et parce qu'il y a une base, hein, il y a des bases qui sont beaucoup plus calmes et beaucoup plus cohérentes sur le plan politique que le sommet, hein, ça c'est clair. Mais voilà, un autre élément qui me laisse sceptique, c'est même au moment du NFP, au moment des législatives anticipées, Mhm. il y a Greenpeace et quelques autres qui ont pris position, pas vraiment parti, mais position pour le NFP. Mais il y en a d'autres qui n'ont strictement rien fait, hein. Le WWF, bon, c'est pas surprenant, mais même les Amis de la Terre, qui passent pour une organisation un peu plus militante que Greenpeace, a sorti publiquement que c'était pas leur rôle de s'immiscer dans les élections et machin, quoi, hein. Donc voilà, en tout cas moi je vois pas depuis que je suis parti, je vois pas cet espace-là, ce milieu-là vraiment se renouveler. Je vois juste disparaître et sombrer lentement. Mais du coup pour l'instant après c'est loin 2027, hein, il peut encore se passer des trucs, mais C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, cette phrase, c'est pas mon rôle,
cette phrase Ouais. est incroyable. C'est-à-dire, moi, j'ai eu récemment une discussion avec Hugo Perchoir, c'est un streamer aussi qui suit beaucoup les travaux parlementaires, mais ouais, c'est un gars, il interviewe les députés, et parfois il fait des trucs cool, hein, mais justement, je lui ai demandé sur ce truc de prendre position parce qu'il disait à un moment qu'il espérait que le PS redevienne hégémonique dans la NFP ou des trucs comme ça. Et je mettais ça en parallèle avec un autre truc où il disait moi je suis apartisan, je prends pas position. Et après, ce qu'il m'a répondu quand on lui a parlé, c'est justement ce propos. Moi je suis journaliste, ce n'est pas mon rôle. Moi je me considère journaliste, donc ce n'est pas mon rôle de faire plus que juste d'écrire des choses, ou tu vois. Et du coup, je lui ai juste demandé, mais en fait, qui t'a donné ce rôle? Ouais. Le truc de Moi, séparer. j'ai entendu ça Ouais, 1000 fois hein, à Greenpeace. Le grand truc, c'est de dire c'est pas notre rôle ou chacun est dans son rôle. Quand on allait déranger une autorité installée, qu'elle râlait un peu, on disait oui, mais bon, voilà, chacun est dans son rôle. Comme si c'était un jeu de rôle. Tu vois, ça, c'est aussi le cœur de l'écologie du spectacle. ouais, c'est du En RP fait, tu quoi. remplis un rôle. Tu vois, Et c'est un moi, rôle. je te Ah, dis, ok. si jamais quelqu'un te ressort un truc comme ça, c'est pas mon rôle. Le meilleur truc à répondre, c'est qui t'a donné ce rôle? Ce rôle que tu prétends Ouais, avoir, ouais, qui te l'a donné, d'où il c'est vient? vrai. Parce que comme C'est ça vrai. force à la personne, ça force la personne à se dire, mais en fait, c'est moi-même Ouais, qui me donne mon propre rôle. Enfin, je fais ce que je veux dans ma vie. c'est clair. C'est, C'est c'est, clair. c'est genre, ah oui, il y a C'est Hitler genre, qui a deux doigts du pouvoir, mais moi, mon rôle, c'est d'être un journaliste, donc je vais décrire le type de rails sur lesquels les ouais. trains ils viennent et tout. Bah non, enfin, c'est toi qui choisis d'avoir ce rôle, je comprends pas. Non, mais en plus, là, tu dis un truc important parce que ces élections 2017-2022, en plus, le deuxième tour, ouais, c'est quand même l'extrême droite qui devient hégémonique dans le pays, en fait. C'est pas de la rigolade, c'est pas de la blague, tu Ouais, vois. genre en Et donc, 2022, le barrage contre l'extrême droite, c'était au premier tour. bien sûr, et d'être dilettante dans ces contextes-là, pour moi, c'est impardonnable. Et en fait, ça traduit un des traits sociologiques de ce personnel-là, qui sont pas concernés. C'est-à-dire que Non. l'extrême droite passe, c'est pas eux qui vont morfler en premier. Alors peut-être Ah leur bah non. orga va souffrir économiquement, peut-être. Mais en fait, c'est pas des populations ou des groupes sociaux qui vont être directement opprimés par l'avènement de l'extrême droite exécutif Ah, en clairement France. pas, hein. Donc ils regardent ça un Disproportionnément peu de loin. blanc, disproportionnément aisé, ouais, c'est sûr. De loin. J'avais le débat des amis de Greenpeace quand j'étais parti au moment, tu sais, où Jean-Marie Le Pen est décédé. Ouais. Et il y en avait là discussion sur un groupe Telegram. Il y en avait qui m'expliquaient, tu sais, il y avait quand même des effusions de joie république et tout ça, bon. Et qui m'expliquaient que voilà, ça se faisait pas de fêter la mort de quelqu'un, c'était contre-productif. Ouais, ce Et puis, débat-là. il y en a qui faisaient circuler un post sur Marine Le Pen, qui était quand même d'abord une fille blessée par la disparition de son père et tout. Donc, ils essayaient en fait de d'extraire l'humaniste en moi à propos du décès du principal agent d'un tortionnaire en Algérie, le principal agent du racisme en France, quoi. On en était là, quoi. C'est quand même ce personnel-là qui m'expliquait sans comprendre peut-être ce qu'elles expliquaient ou sans vraiment le dire qu'il fallait séparer le fasciste, tu vois. Et en C'est fait, c'est des ouf. populations, des groupes sociaux qui sont loin, en fait, Ah qui ouais, sont loin des là, causes dont ils parlent, qui sont pas directement impactés par ça. Ah ouais, c'est chaud. Waouh. Ouais. C'était, ouais. Là, je me suis un Alors, peu fâché avec quelques relations amicales que j'avais à l'époque. ouais, parfois, c'est compliqué, hein. Moi, j'essaie toujours de convaincre les gens s'ils sont pas déjà convaincus, mais bon, au bout d'un certain nombre de discussions, au bout d'un moment, voilà, quoi. C'est un Ah, peu, je moi, si tu comprends. veux, des groupes qui prennent du racisme plein la gueule en France, qui célèbrent un moment antifasciste, c'est-à-dire la disparition d'une sous-merde politique et humaine, et qu'on vient te rappeler les bonnes manières et tout, ça, c'est Ouais. c'est trop pour nous, tu vois. Il y a une question dans le chat qui revient un peu sur un truc que tu as dit. Comment ça tient en interne quand on fait perdre l'écologie à 400 000 voix près? C'est quoi les retombées de ça en interne et tout? Est-ce que tu as un peu plus de détails là-dessus? Genre, comment ils ont répondu? Bah, ce qui était fou, c'est qu'il y avait vraiment des gens qui étaient, tu vois, lors de la soirée électorale, il y avait des gens, y compris des gens proches à Greenpeace. Voilà, il y en avait beaucoup qui étaient en larmes, tu vois, de voir que à 400 000 voix près, ça passait pas.
Parce qu'eux, Parce ils que c'était pensaient des gens que ça allait être Mélenchon 17%, Le Pen 23%, très loin du second non, tour. parce qu'il y avait aussi des gens de la base, des groupes affinitaires que j'avais, qui y croyaient, quoi, qui se battaient quand ils pouvaient quand même faire passer le truc, qui sont des vrais militants, quoi. Ils sont bridés en permanence par la direction, le management intermédiaire, les hiérarchies et tout. Et donc, étant là, t'es vraiment en détresse. Et en vrai, quand t'as fait ce qu'a fait le milieu écolo pendant 5 ans, c'est-à-dire quand même de nourrir la critique de Macron et que t'as rien branlé pendant les élections et que là tu te retrouves avec re-Macron, voilà, ça veut dire aussi au-delà de la question écologique, sur la question sociale, économique, antifasciste et tout. Et t'es en larmes. Et le lendemain, donc plénière, je veux dire, les chefs à la plume n'avaient rien à nous dire. Aucune analyse politique, aucun incapable de baliser l'avenir, de donner des perspectives, de nous expliquer ce qu'on allait faire, comment on allait participer à un rapport de force quelconque. Rien, quoi. C'était le silence général, c'était morne pleine, c'était assez lugubre, etc. Et bon, je pense que quand même, ça a dégoûté beaucoup de gens et ça a déclenché une perte de confiance, en fait, dans la direction, au sein de certaines bases salariées et une perte d'autorité subséquente de la direction aussi. Et donc ça a plongé aussi les ONG, je pense, dans une espèce de crise stratégique qui poursuit ses effets aujourd'hui. C'est-à-dire que je défie quiconque aujourd'hui de m'expliquer ce que fait Greenpeace, ce que font les Amis de la Terre, ce que fait la FNH, ce que fait le WWF. Enfin, voilà, ils sont devenus complètement invisibles, inaudibles. Je pense qu'ils n'ont plus d'idées sur rien. Et, euh, Et voilà, mais bon, il y a une structure légale qui qui défend une organisation hiérarchique, une ONG, bah, il y a un chef. Donc, avec toutes ses prérogatives de chef, ses Ouais. privilèges de chef, ses pouvoirs de chef. Et est-ce que dans cette plénière, est-ce que quelqu'un a pris la parole en mode pour remettre en question en gros ce discours des dirigeants, genre un peu vocal? Bah, alors, moi, c'est quand même loin, hein, je me souviens plus de qui exactement. Ouais, Ouais, ok, ok. Moi, je reprenais régulièrement la parole pour contester les choix qui étaient faits, hein, ça, c'est Ouais. sûr. Oh, ok, ok, je Mais vois. j'étais pas le seul à penser comme ça. Et dans d'autres espaces, dans d'autres discussions. Oui, il y avait d'autres. Moi, j'étais ce qu'on appelle un chargé de campagne, campaigner, comme on dit en anglais. Donc, avec des fonctions de porte-parole, mais aussi des fonctions de définition des tactiques, des stratégies, d'expertise sur son sujet et tout ça. Et on était plusieurs dans le groupe des chargés de campagne à être mécontents de ce qui était fait ou pas fait et, euh, et à le dire, ouais. Ok, ok, ouais. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y avait un profil dans ces organisations, un profil de gens, les gens qui pensent que l'extrême droite est inévitable et que tôt ou tard ça arrivera et c'est mieux comme ça parce qu'on pourra, entre guillemets, reconstruire après, passer à la suite? Ouais, le profil accélérationniste. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ouais, c'est faudrait que je réfléchisse un peu plus. J'ai pas les souvenirs adéquats pour avoir une réponse bien argumentée là-dessus. Ça me saute pas au visage là quand j'y repense, donc je crois pas. Parce que Ce moi, profil. dans les milieux internet, je peux te dire qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent comme ça. Il y en a un tas qui réfléchissent comme ça, qui veulent pas l'admettre. Mais quand tu creuses un peu sur les raisons de soit de s'abstenir dans une élection ou tu vois, quand tu essayes de vraiment arriver au fond du pourquoi le raisonnement est aussi bizarre, bah en fait, il y a une sorte de propos de non, mais de toute façon, on peut rien faire. Enfin, après, tu as dit qu'il y avait du dooming, mais il y a une connexion un peu entre le dooming et l'accélérationnisme. Et c'est vrai que l'accélérationnisme, c'est un stade encore plus avancé du problème, quoi. Ouais, ouais. Non, je me souviens pas de réflexion marquante, de remarques marquantes, je dirais, dans ce sens à ce moment-là, mais je sais que c'est répandu à gauche. Enfin, tu vois, à la fête du 1er mai, j'étais à Lanester en Bretagne, là, où ça s'organisait dans le coin. Ouais. Je suis allé voir un gars, un militant de l'après, là, qui, par Oh. curiosité, m'explique sa stratégie pour 2027. Ah. Et effectivement, elle a fini par me lâcher que de toute façon, si on se tapait un petit coup d'extrême droite au pouvoir, après derrière, on pourrait reconstruire la gauche sur des basses scènes et tout ça. Oh, ils sont Ouais, encore là-dessus pour 2027. c'est un peu ce qui nous sépare. Ça change jamais, en fait. C'est incroyable. Non, mais ouais, même moi, au 1er mai, j'étais en manif, j'ai croisé genre 50 personnes de l'après. Je suis pas allé leur parler pour. D'habitude, je vais leur parler, mais.
Là, j'étais en mode, comment c'est possible que des gens rejoignent ce truc? Oh, c'est fou. Oh, le chat est en train de péter un Ah, non. câble de ce que tu viens de dire, hein. Ah, mince. Je voulais pas parler de l'après, a priori, mais Non, mais il y a des sujets annexes. On va rapidement dessus, quoi, hein. Ouais. Tu disais sur 2027 que tu disais le vote utile, ça se profile quand même sur plutôt la gauche de rupture qui reste entre guillemets le vote utile. Moi, alors nous, on a réfléchi, on s'est dit, parce que tu sais, ils annoncent là, il y a Lucie Casté qui appelle à une primaire et tout, et nous on se dit que leur stratégie, c'est peut-être de la stratégie de la fausse gauche CIA. La stratégie, c'est peut-être de faire une primaire entre toutes les personnes qui aiment pas LFI, donc Ruffin, Clémentine Autain, Glucksmann, enfin une primaire large de la gauche, mais sans le parti central à gauche, tu vois, MDR, et peut-être avoir une candidature unique parmi tous ces trucs-là, qui pourrait être dans les sondages, soit rivaliser avec le candidat LFI, soit carrément être mis devant le candidat LFI dans les sondages. ouais, c'est un scénario, mais la primaire 2027, qui porte ça, en fait. C'est la gauche résiduelle, en fait. C'est les figures de gauche qui n'ont pas vraiment d'appareil politique, qui sont pas hégémoniques, qui n'ont pas réussi à exister au sein de la France insoumise, donc qui essayent d'exister en dehors. Ouais, Puis, bien vu en 2022 que s'ils étaient éparpillés, de toute façon, ce serait le naufrage. Or là, ils sont encore plus sur la ligne de départ, ils sont encore plus nombreux, encore plus divisés et encore plus éparpillés. Donc, ils ont intérêt à faire une primaire. La primaire, c'est le dispositif bourgeois par excellence qui permet de produire un effet de loupe sur les velléités électorales des classes supérieures qui sont la clientèle, hein, de la gauche réformiste. Et donc, c'est le seul dispositif, en fait, qui permet de court-circuiter, qui permettrait théoriquement de court-circuiter l'hégémonie de la FI ou de la gauche de rupture dans cet espace-là. Donc, je toi, pense qu'ils vont s'allier avec les citoyennistes pour faire ça. Moi, j'ai des gros doutes en termes de faisabilité, hein, parce qu'en fait, ouais. cet espace-là, dès qu'on parle de présidentiel, c'est vraiment la kermesse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de profils qui s'imaginent présidentiables, qui ne vont pas se ranger, déjà entre eux, qui auront du mal à se ranger les uns derrière les autres, en vrai. D'autre part, il y a strictement aucune chance que la FI participe. Enfin, il faudrait que pour que la primaire elle marche, que la FI participe, qu'elle ait un intérêt. Et donc, il faudrait que la FI théoriquement accepte de se ranger derrière un candidat SOSDEM, peut-être socialiste. Ça n'arrivera jamais. Ça Non, n'a et aucun heureusement sens. d'ailleurs. Heureusement. Ouais, je Heureusement, c'est pas les mêmes suis. traditions politiques et c'est même pas les mêmes pôles au sein de la lutte des classes. Enfin, je veux dire, la gauche bourgeoise, elle appartient au bloc bourgeois. C'est pas les mêmes gens, c'est pas les mêmes intérêts matériels, économiques, symboliques, sociaux, etc. Donc, ils sont pas dans le même camp, en fait. C'est pas le même camp social que la gauche de rupture, FI, NPA, Révolution permanente et Hmm. tout ce spectre-là. Donc, donc, du coup, il y a pas de primaire possible. Et de toute façon, tu l'expliques aussi bien dans ta vidéo, parce que du coup, j'ai regardé primaire, ça marche pas. Enfin, je veux dire, il faudra réussir à contraindre les perdants de se taire et de faire la campagne du gagnant, ce qui n'arrive strictement jamais et ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire récente. Même Et quand ils est-ce que sont c'est tous partis du intéressant? même Enfin, est-ce parti, que ça marche c'est... pas. Même avec Manuel Bah ouais, Valls même au qui sein du travaille même à parti, ça Hamon. marche pas. Ouais, même au sein du même parti, ça marche pas. Enfin, même la primaire des écolos, ça n'a pas marché. Donc, Ah oui, d'ailleurs, je rebondis parce qu'il y avait une question tout à l'heure sur la primaire écolo euh, de 2022 où Sandrine Rousseau a perdu de très peu face à Jadot. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont demandé comment ça se fait que Jadot il ait remporté ça alors que Sandrine Rousseau portait un projet qui avait l'air plus enfin plus honnêtement écolo, on va dire. parce que les Verts, c'est un parti petit bourgeois, hein. Enfin, je veux dire, les adhérents, faut regarder le dernier congrès, en fait. Tu comprends la primaire 2022 si tu regardes le dernier congrès. Marine Tondelier, elle est réélue. Sa motion fait, je sais plus de 70%, et celle de Sandrine Rousseau est à 10%, et Marine Tondelier, elle est réélue sur une ligne où elle peut pas dire qu'il faut sortir du capitalisme pour faire de l'écologie. Sur une ligne où Comment elle défend des trucs comme des crédits carbone et des trucs comme ça, donc de l'écologie bourgeoise. comment t'expliques Donc c'est un que parti bourgeois, quoi. ouais. Comment t'expliques que Sandrine Rousseau, une fois que elle voit que sa ligne qui est plus critique du capitalisme et du statu quo et tout, en tout cas par rapport à Jadot,
comment tu expliques que quand Jadot gagne, elle reste dans EELV et elle soutient, enfin elle n'a pas été super active sur la campagne, mais elle a surtout pas dit qu'il fallait voter pour quelqu'un d'autre, ou elle a pas, tu vois, elle est restée jusqu'au bout, EELV et tout. Comment tu expliques ça? Parce Elle est restée elle au a bout, l'air mais elle a plus quand même. honnête que pas mal de gens dans EELV dans son Ouais, combat. ouais, ouais. Hein. Alors moi, pour moi, elle a pas soutenu la campagne, hein. Elle a plutôt trollé la campagne de Jadot. Donc, c'était quand même des épisodes à répétition qui étaient narrés dans la presse, où elle exprimait ses désaccords en off, plus ou moins off, avec la ligne de Jadot, où elle a exprimé des positions unitaires avec l'AFI, ou en tout cas, elle a refusé de participer à la diabolisation de l'AFI. Quand même, Jadot, dont Marine Tondelier était porte-parole, hein, d'ailleurs, Ouais. dans la présidentielle, Après, ses elle aurait dernières pu. envergures de campagne, c'est de taper sur Mélenchon, hein. C'est-à-dire qu'au début, il tape sur Macron, mais à la fin, il tape sur Mélenchon activement pour essayer de récupérer, grignoter des bouts d'électorat et réussir à passer ces 5% pour être un peu remboursé, quoi. Ouais, et Jadot qui dit le vote du cœur, il faut pas réfléchir, il faut voter avec son cœur, voter pour l'écologie, on va gouverner. Ne pas pour Euh, des enfants. Voilà. Ne euh, réfléchissez surtout pas, hein. mais du C'est coup, nuisible à l'écologie, la réflexion. Mais c'est pareil, quand Marine Tondelier, elle dit, on n'a pas le temps pour les débats intellectuels, il faut des Ne solutions, sont là, parce que pas c'est des l'urgence, tu vois. démocrates. Elle propose C'est d'agir pas sans des réfléchir, mais ça, démocrates. c'est un truc qui est assez identitaire, malheureusement, chez les écolos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de doctrine dans ce parti. Il n'y a pas de doctrine dans ce parti, et c'est aussi ce qu'on a vu à la primaire des écolos en 2022. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui concourent ensemble, au sein du même espace restreint, qui avaient des discours complètement opposés, en fait, sur plein de sujets. Ça donne l'impression que l'écologie, c'est une boutique, une kermesse générale. Un coup, il y a une tendance qui va s'imposer, mais on comprend pas très bien sur quel est le projet vraiment qui motive les gens qui militent dans cette structure, quoi. ouais, et elle aurait pu quand même carrément, parce que tu dis, elle trollait la campagne de Jadot, je suis d'accord qu'elle a eu des prises de position publiques où c'était un peu critique ou troll. Elle aurait pu quand même se dire, mais en fait, ça n'a pas de sens d'être dans ce parti, dans le contexte 2022 et tout, et quitter le truc comme d'autres personnes ont quitté le Je suis PS d'accord. et tout. Après, ouais, moi, faut lui demander après, il faut que tu l'invites à Ah discuter, ouais, tu lui moi je poseras l'invite, si elle écoute ce stream, elle est invitée en vocal quand elle veut. Hein, moi, mais je suis curieux de savoir la question. comment les gens expliquent ce truc, parce que moi j'ai ma petite idée sur pourquoi les personnes comme Sandrine Rousseau restent dans un parti comme ça, même s'il semble être enfin, elle semble être en désaccord avec certaines choses. Je pense qu'en 2022, tu vois, suite à la primaire, elle avait quand même une grosse dynamique personnelle, en tout cas, et qu'elle a été identifiée comme une personnalité politique, un peu de premier plan, ou en tout cas qui faisait l'événement, qui arrivait à polariser le débat public Ouais, au sein de l'espace écolo. Et peut-être qu'elle aurait perdu cette aura si elle s'était moulée ou dissous au sein de la France insoumise. Je pense que c'est plus compliqué aussi au fond de l'insoumise. Il y a beaucoup de gens, hein, il y a beaucoup de dirigeants, contrairement à ce qu'on entend. Insoumise, c'est pas juste Mélenchon, c'est aussi tout un état-major compétent. Il y a beaucoup plus de figures, donc c'est peut-être un peu plus compliqué de se singulariser aussi quand tu es à la France insoumise, et surtout quand t'as pas un passif historique. Euh, ouais. si Rima Hassan, c'est un bon contre-exemple, par exemple, Ouais, bah, en vrai, je mais me ouais, dis, c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de gens, mais enfin, je me dis même pour sa carrière personnelle, enfin, parce que tu dis en gros, peut-être elle a des considérations sur sa carrière, sur la plateforme, sur la tribune qu'elle avait dans ELV, et je me dis, enfin, peut-être qu'elle aurait la même, voire encore plus de tribunes et c'est possible, hein, c'est possible. Mais je pense qu'elle parfois j'ai se pose. l'impression que les gens ils font des, enfin, parce que elle m'a l'air plus honnête que la moyenne. Peut-être que je suis d'élu et qu'en fait elle est, elle est comme beaucoup d'autres personnes à ELV. Il n'y a pas vraiment de vraie volonté de transformer le monde, mais bah, Moi, j'ai l'impression qu'elle est sincère quand même dans son engagement, et qu'elle s'expose, et ouais, qu'elle prend des risques, et il y a du coup, elle assume un coup politique quand même fort dans ce qu'elle fait, hein. Là, c'est un peu ouais, moins ouais, le je suis cas. Il faut d'accord. quand même se rappeler des vagues de harcèlement qu'elle s'est pris à nombreuses reprises, notamment sur les questions féministes. Donc, moi, je pense que c'est plutôt quelqu'un de euh, sincère et donc de crédible dans son engagement politique. Après, sur la Ouais, question simplement du rapport de force générale, moi, je trouve ça utile, en fait, les voix dissidentes dans les partis bourgeois. C'est-à-dire que peut-être que c'est une illusion complète de croire qu'elle va réussir à prendre le parti et en faire un parti d'avant-garde anticapitaliste, hein, ce qui serait le seul rôle utile pour moi pour un parti écolo dans le système politique actuel. Mais dans tous les cas, ça reste un point d'appui
Du coup, Ouais, pour formuler une critique aussi de ces partis, c'est-à-dire, nous on critique pas juste parce que on est dehors et que voilà, il y a aussi des gens dans le parti qui disent la même chose. Donc ça permet de mieux problématiser, à mon sens, ce que font ces formations. Donc moi je considère que ouais, avoir ouais. Sandrine Rousseau chez les Verts, ça peut rester un point d'appui en fait pour la lutte radicale. Après, je me demande, est-ce que, même si tu vois sa ligne remportée dans les Verts et tout, est-ce que avoir un parti de plus qui est pro-écologie et a une vraie volonté de remise en cause du capitalisme, est-ce que c'est vraiment souhaitable? Enfin, tu vois, parce qu'on a déjà LO, NPA par exemple, sauf que quand les gens Ça votent pour dépend du ça, ça divise les comportement. voix, donc bon, Ouais, mais ça dépend du comportement électoral. Tu vois, le père Jadot, il s'est rangé derrière Hamon en 2017. c'est vrai. Et le Il a passé PCF pour derrière deux élections 2012 et 2022. 2017, et s'est rangé Et derrière LFI. Ouais. peut-être que Sandrine Rousseau, là, si elle avait été élue au Congrès, enfin, où sa motion, voilà, les choses a été distribuées différemment à la tête des écolos, peut-être qu'en 2027, on aurait eu des choix rationnels de la part des écologistes Non, c'est qui vrai, est de la c'est vrai. soumise. Tu m'as convaincu, c'est vrai. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, le chat il dit Mais tout même à fait. Ouais. l'existence, mais ça ne purge pas, pour utiliser un mot à la mode, la question de la plus-value des écologistes dans le système politique actuel. Hein. Ça, je suis d'accord. C'est un vrai sujet. Moi, je suis C'est un vrai totalement d'accord. J'ai vu ton passage sur David Dufresne et un truc avec lequel je suis totalement d'accord, c'est le truc sur l'écologie n'est pas compatible avec le capitalisme. Moi, ma façon de l'expliquer aux gens, d'habitude, c'est de dire le capitalisme, c'est en gros une concentration de pouvoir dans la société, surtout de pouvoir économique, dans les mains du top 1%, une extra concentration de cette influence, de ce pouvoir, qui se traduit sur une influence politique à travers les médias mainstream, à travers les dons à des partis politiques et plein d'autres mécanismes. Et donc, en gros, dans un système comme ça, notre pouvoir collectif de changer les choses sur l'écologie, dire on va essayer de sortir des énergies fossiles, on va essayer de réellement lutter contre le changement climatique, s'adapter, changer les modes de production, etc., etc. En fait, il est hyper influencé par cette petite minorité qui, matériellement, à l'heure actuelle, on observe, en fait, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas qu'on remette en cause les modes de production qui conduisent à la crise écologique. Donc, en gros, c'est pas impossible d'avoir des changements qui vont dans le bon sens en restant dans le capitalisme, mais on le fait en ayant un frein énorme qui est tout le système bourgeois, tous les médias capitalistes, tout le système politique en place. Et donc ça rend Ouais, moi, la je vais plus loin. tâche beaucoup plus compliquée, quoi. En tant qu'analyse, moi, je vais plus loin. Je pense que c'est impossible. Pour reprendre ce que tu dis, en fait, le capitalisme a un certain nombre de contradictions écologiques qui, à mon sens, sont insurmontables. Ils sont tous reliés entre elles et des contradictions d'ordre politique. Et je pense que tu viens d'en soulever. C'est-à-dire que le capital, c'est de l'argent accumulé, mais c'est pas juste de l'argent. L'argent accumulé, concentré, c'est du pouvoir social, c'est du pouvoir politique, c'est du pouvoir d'emprise sur la société, Ouais. sur les rapports sociaux de production, et c'est du pouvoir d'emprise politique, que ce soit sur ta capacité à acheter des élections, ta capacité à faire du lobby pour influencer les législations, ta capacité à vampiriser l'espace public comme le fait l'Empire Bolloré, l'Empire Bolloré aujourd'hui. C'est un système autoritaire hein, qui organise la tyrannie au sein de l'organisation sociale. C'est-à-dire que les salariés ou le tout à chacun, les gens qui ont travaillé pour reproduire leurs conditions sociales d'existence, donc leurs moyens de subsistance, la production leur échappe largement. Ils décident pas. Ils décident pas s'ils produisent des choses qui sont utiles, en quantité utile, après des modalités respectueuses de l'intérêt général et de l'environnement. Ils décident pas. Ce qu'ils décident, c'est la loi du profit qui est imposée par les tyrannies, par la tyrannie des bourgeois, c'est-à-dire des gens qui possèdent les moyens de production. Mais la contradiction, du coup, juste primaire, et là, c'est là où je suis pas d'accord avec toi, c'est par exemple, tu vois, j'ai discuté avec des jeunes écolos, je sais plus quoi, à l'occasion d'une conférence à Sciences Po, je sais plus quoi. Ouais. Il y en a une à la fin qui est venue me voir, qui était dépitée parce qu'elle avait trouvé un stage au Royaume-Uni dans une entreprise qui faisait des énergies vertes, l'énergie éolienne. Elle a été saoulée parce que du coup, la politique de l'entreprise, c'était de pousser les gens à consommer de l'énergie pour pouvoir placer de l'énergie verte. Et en fait, le système capitaliste est nécessairement un système qui pousse à la croissance, qui pousse au développement des besoins artificiels en permanence. Et c'est pas parce que tu remplaces une voiture pétrole par une voiture électrique,
Evans, le fait que pas mal qui coûte moins cher à produire, bah, tu vas en faire beaucoup plus, mais du coup, derrière, tu as un impact environnemental encore pire. Ouais. Pourquoi? Parce que pour moi, la contradiction écologique primaire du capitalisme, tu peux la résumer là comme ça, c'est que la propriété privée des moyens de production, elle te pousse à des investissements qui sont lucratifs. C'est-à-dire que tu dois dégager de la plus-value. Sinon, l'investisseur privé, il met pas en mouvement le process de production. Donc, il faut qu'il dégage de la plus-value. La plus-value, elle s'obtient par le truchement, par l'intermédiaire de la marchandise. Bah, tu as du travail, de la technologie humaine, c'est-à-dire des savoirs et des techniques, et des matières premières. Et les matières premières, elles tombent pas du ciel. Les matières premières, c'est des morceaux de la biosphère, de l'écosystème, qui sont aliénées, détruites, transformées, mais détruites par le processus de production. Donc, quand tu veux faire du profit, que tu es un capitaliste, tu veux rentabiliser les moyens de production que tu as acquis, tu veux les mettre en mouvement, eh ben, il faut que tu écoules de plus en plus de marchandises à un rythme de plus en plus effréné. Donc, ça passe par le développement, ça passe par l'obsolescence programmée, parce qu'il faut remplacer en permanence les marchandises, ça passe par l'ouverture de nouveaux marchés en permanence, et donc par un système d'accumulation qui ne cesse jamais et qui est exponentiel. Ouais, c'est comme ce que disait Marx, les sociétés capitalistes se donnent comme une grande accumulation comme une comme une grande accumulation de marchandises, j'ai plus la citation exacte. Ouais. Et c'est ce qu'on voit en fait. Et donc, tant que les moyens de production sont pas socialisés, mais sont aux mains d'individus privés qui veulent maximiser leurs gains, et ben on vit sous l'ère de la tyrannie de la marchandise. Elles tombent pas du ciel, c'est des matières premières et c'est des bouts de la biosphère en fait. Et donc la loi du profit, elle est aveugle complètement aux limites intrinsèques de la biosphère. Donc si tu veux encastrer l'économie dans les limites planétaires, à un moment donné, tu es obligé de sortir l'économie de la loi du profit. Parce que c'est une rationalité en fait qui ne prend pas en compte ces limites-là. Et poussé à en permanence exploiter, c'est le sens littéral du terme exploitation, à exploiter l'environnement. Donc tant que tu n'as pas compris ça, et que tu n'as pas compris que la lutte environnementale sont préalables à la transformation écologique, c'est la sortie du capitalisme, tu t'agites, quoi. Tu fais de l'agitation, tu fais de la sensibilisation, tu fais du capitalisme vert, c'est-à-dire une fausse solution. Et tu vois, sur l'énergie, le sujet, c'est pas simplement de faire de l'électricité verte, en fait. C'est de décroître l'empreinte énergétique et en fait décroître l'empreinte matérielle globale de l'humanité. Et donc de repenser les rapports, la manière dont on distribue, la distribution primaire des ressources au sein de la société, la distribution secondaire, donc la redistribution aussi des ressources et tout ça. Et pour ça, il faut poser comme préalable qu'il faut sortir du capitalisme. Et comme les Verts l'ont jamais fait, bah, ils n'ont pas de doctrine, on ne sait pas ce qu'ils pensent, ils évitent de penser à quoi que ce soit, à part jouer les traits d'union et faire des petites alliances et faire un peu d'animation politique par-ci par-là. Bah, je sais pas si c'est clair, j'essaye de résumer, mais... Ah non, je pense que je suis d'accord avec à peu près tout ce que tu as dit là. Hein. Je pense que le constat est tout à fait juste et franchement, bah, je pense du coup ça ouvre plusieurs sujets pour la prochaine discussion potentielle si tu es toujours chaud. Moi, carrément, avec plaisir. Ouais. On pourra parler peut-être de quel système post-capitaliste on veut implémenter parce que je pense que, enfin moi je sais pas si tu as des choses à dire mais moi j'ai des trucs à dire là-dessus. Si, bah, si tu peux me poser la question, qu'est-ce que je ferais si j'étais à l'Élysée, j'ai un programme très clair en tête. Ah, bah, trop bien. Ah bah ça me hype pour la prochaine discussion. Et de toute façon, il faut qu'on parle aussi d'écologie, qu'on rentre un peu dans les détails aussi là-dessus. Je suis très chaud. Bah écoute, c'était super. Je pourrais venir, ouais, bien fait pour tous. Tu pourras venir sur la prochaine discussion carrément. Bah écoute. Je suis pas du tout candidat à l'Élysée. Hein. Je veux pas qu'on déforme. C'est une boutade. Hein. Je sais ce que j'aimerais faire quand. Nous, on a réfléchi à une strat. Peut-être on peut se présenter au présidentiel. On fait la campagne juste en allant sur les plateaux, dire les bonnes idées, donner les bons arguments contre la droite et tout, et se désister à la dernière minute pour la candidature en tête. Ouais, c'est pas bête. Je valide. Intéressant. Let's go. Bah, on discutera tout ça, on verra ce qu'on fait. Bah, trop bien. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation et bravo pour ton boulot. J'ai hâte de voir l'épisode 5. Let's go. Merci beaucoup. Merci à toi d'être venu. Super discussion, super intéressant, le témoignage, des trucs très importants. Merci pour tout. Bah, attends, j'essaye d'être utile au camp social. Bah, je pense que tu l'as été ce soir. Donc merci encore. Allez. Ciao, merci. Bonne soirée. Ciao. Au revoir. C'était trop bien les gens.
Ça, c'est une discussion que je voulais avoir depuis longtemps, en vrai. Hein. Waouh.